Bonjour à toutes et tous, salut Sergio, salut Julo, salut Florent, salut Alain, salut Adèle, salut Morgane, salut Kouniaman, salut Lester, salut Ishtar, salut Bandini, salut Nomade, salut à toutes ces et ceux que je ne peux pas saluer, vous êtes très nombreux, je m'en félicite. Bienvenue dans le Talk de France Info. On est ensemble 2 heures, comme tous les jeudis de 17h à 19h, 2 heures pour décrypter l'actu politique, économique, diplomatique, géostratégique, de la tech, du web et aussi des idées, certainement. 2 heures avec vos questions dans le chat pour analyser, décrypter, dézoomer. 2 heures aussi pour mettre de la raison dans les passions. Vos questions dans le chat, s'il vous plaît, vous les placez sous les ordres de la courtoisie et la bienveillance. On est sur le service public, s'il vous plaît. Et vous mettez un point d'interrogation à la fin de votre question. Comme ça, je vois que c'est une question, parce que vous êtes très nombreux à poser plein de questions. Et parfois, je ne vois pas que c'est une question. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, le Moyen-Orient qui s'embrase, le ciel qui tonne, des familles qui portent le deuil, des millions d'Iraniens déplacés, 13 jours de conflit, et une question qui se dessine dans la fumée des canons, celle du jour d'après. Et ce sera jusqu'à 18h, heure à laquelle on ira faire l'inventaire de nos stocks d'amoxicilline, de Doliprane, à l'heure des pénuries de médicaments. On ira voir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux dans les mécaniques de l'industrie pharmaceutique. On va parler forme galénique, production, cachet-cacheton, lobby, big pharma, excipient, approvisionnement, remboursement, et à la fin, vous aurez plein de choses à murmurer à votre pharmacien. Et ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h06. Passé de 12 secondes à Paris, 2h30 de plus à Téhéran, la capitale iranienne, meurtrie par les bombes américaines et israéliennes. L'Iran qui attendait cet après-midi le premier message de son nouveau guide suprême, un homme resté invisible depuis sa désignation. Alors qu'au 13e jour de la guerre, la vie quotidienne des habitants de la région s'est noircie d'angoisse et de privation, et que le conflit provoque, je cite, la plus importante perturbation de l'offre de toute l'histoire du marché pétrolier mondial. Ce sont les mots de l'Agence internationale de l'énergie. Bonjour Jean-Paul Chagnollo. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, président honoraire de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. J'ai réussi à le dire, à chaque fois je me trompe. C'est l'IREMO. On vous doit notamment un excellent atlas des Palestiniens, l'itinéraire d'un peuple sans État, coécrit avec Pierre Blanc, publié l'année dernière aux éditions Autrement. On vous doit aussi, je viens de le recevoir, Oublier ou punir, c'est paru au Cavalier Bleu. Qu'est-ce que c'est qu'Oublier ou punir ? C'est la question de la justice pénale internationale. C'est-à-dire que lorsque vous avez des chefs d'État, de gouvernement ou bien d'autres qui commettent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, génocide évidemment, eh bien, il y a une justice pénale internationale qui a été créée et qui rencontre aujourd'hui d'immenses difficultés parce que même ceux qui ont contribué à la créer ont tendance à vouloir l'oublier. Et c'est pourtant une grande avancée dans les relations internationales. Et avec il y a eu déjà on se souvient du Rwanda, on se souvient de l'ex-Yougoslavie, mais c'était des tribunaux ad hoc spécialement créés pour ces situations de l'ex-Yougoslavie puis du Rwanda. Mais maintenant, on a une Cour pénale internationale, la CPI, et cette Cour pénale internationale, elle a beaucoup de mal à exister. Et des pays comme les États-Unis, qui n'en sont pas membres, font tout pour essayer de la déstabiliser, en allant très loin, même en attaquant formellement les juges, c'est-à-dire en bloquant leurs avoirs. Enfin bref, faisant une pression énorme. Donc c'est un enjeu important dont on ne parle pas. C'est pour ça que j'ai fait ce modeste bouquin, pour essayer de rappeler l'importance du droit international et de la justice pénale. Donc il ne faut pas oublier, il faut punir. On en parlera certainement en pointillé aujourd'hui. C'est le sujet, c'est pas notre sujet, mais c'est un sujet connexe. À vos côtés, Adèle Bakawan. Bonjour Adèle. Bonjour. Vous dirigez l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Céleste Mena, vous avez commis la décomposition du Moyen-Orient. 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire, paru chez Talandier, à la faveur, il me semble, du printemps dernier. Messieurs, le nouveau guide suprême iranien appelle cet après-midi dans sa première déclaration publique, encore qu'elle n'était pas vraiment publique, puisque c'était un discours lu par une journaliste de la télévision iranienne. Donc il appelle les pays de la région à fermer des bases militaires américaines sur le sol, mais aussi à venger les victimes de la guerre, à maintenir fermé le détroit d'Ormuz. Il jure de mener la vengeance jusqu'au bout. Il le peut, c'est désespéré, c'est où jusqu'au bout? Écoutez, tout Vous avez d'abord, 2 heures. tout d'abord, Mujtaba Khamenei n'est pas une marionnette, hein. C'est un vrai acteur au sein de la République islamique d'Iran. Quand il était jeune, il a 56 ans aujourd'hui, quand il était jeune, il était pasdar, c'est-à-dire gardien de la révolution islamique, engagé dans la guerre Iran-Irak pendant 8 ans, hein. Il était sur le front. Et depuis 20 ans, Mujtaba a la main lourde sur 3 domaines. Le domaine, le domaine militaire, c'est-à-dire spécifiquement les gardiens de la révolution islamique, les pasdaran, les généraux, la première génération, la deuxième, la troisième génération, ils sont tous très très proches de Mujtaba. Et pourquoi? Parce que Mujtaba, depuis 20 ans, dirige le bureau de son père. Son père assassiné, Ali Khamenei. Et ensuite, le deuxième domaine, c'est l'économie. Aucune entreprise iranienne ou internationale a pu s'installer en Iran sans passer par son filtre.
Donc, il avait la main lourde sur la totalité de l'économie, y compris le pétrole noir vendu dans le marché noir. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards de dollars de son capital. Et le troisième domaine, c'est l'international. Il avait la main lourde sur la diplomatie iranienne. Pourquoi? Parce que vous êtes ministre, vous êtes président, vous êtes négociateur, vous devez arriver au guide. Et pour arriver au guide, il faut passer toujours par le filtre de Mujtaba. Et donc Mujtaba, pour parler comme Pierre Bourdieu, avait tous les capitaux, toutes les cartes dans ses mains. Au moment où son père est assassiné, c'est vrai, à l'échelle religieuse, il n'y a que Hujjatul Islam. Et quand on est Hujjatul Islam, normalement, on n'a pas le droit de devenir le guide suprême de la révolution islamique. Mais c'était déjà le cas pour Khomeini, avant son père. C'était déjà le cas pour son père aussi. Au moment où il devient guide, Khomeini, il n'est que Hujjatul Islam. Mais une fois il devient guide, c'est tout le corps religieux de Qum qui lui attribue le titre d'Ayatollah. C'était pareil pour son père. Et là, aujourd'hui, c'est pareil pour lui. Avant sa nomination comme le guide, il était Hujjatul Islam. Mais dès la première heure, on l'appelle désormais comme Ayatollah. Et donc, Mujtaba, oui, c'est une grande personnalité très importante. Mais on n'est pas dans le contexte de la dictature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le contexte de Bachar el-Assad. Bachar prend son avion, va à Moscou, le régime tombe. Saddam Hussein est capturé ou tombé, le régime tombe. Là, vous êtes dans l'institutionnalisation de la République et même sa décentralisation. Autrement dit, aujourd'hui, vous tuez, vous assassinez le guide. Il y a 250 ayatollahs sur la liste pour devenir le guide. Vous assassinez le général qui dirige les gardiens de la République islamique. Il y a 200 généraux sur la liste. Autrement dit, le contexte est totalement différent. Donc, ce qu'il dit par rapport au monde arabe, oui, il a dit, moi j'étais en direct, j'ai écouté le discours en persan, lu par bien évidemment la journée. D'ailleurs, il y avait un pari. Est-ce que le discours sera filmé? Est-ce que le discours c'est un audio ou c'est juste un texte? Moi, j'ai parié sur une audio. J'ai pensé il allait faire un discours lui-même, mais pas en vidéo. Alors pourquoi il n'a pas fait lui-même? Parce qu'il est blessé ou non? Parce il y a d'autres raisons. Déjà, il est blessé et les gardiens ont reconnu qu'il est blessé. Les Israéliens nous disent qu'il est lourdement blessé. Les Pasdaran disent non, il est blessé, mais pas lourdement. Et là, franchement, faire un discours, un texte là, ça ajoute de la confusion à la confusion. Oui, il a demandé aux pays arabes de fermer toutes les bases militaires. La réponse est non pour les pays arabes. Tous les pays arabes, et là je m'arrête après, tous les pays arabes ont fermé n'ont donné. Aucun pays arabe a donné son autorisation pour que la base américaine soit utilisée contre la République islamique, y compris les Émirats arabes unis. Ils ont refusé collectivement. Et les Pasdaran, avant frapper Israël, ils ont frappé les pays arabes. Donc, cette justification que les bases américaines utilisées pour frapper la République islamique, ça ne tient pas. Et ensuite, et là, ça devient très intéressant, il a remercié l'axe de la résistance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le Hezbollah, il les a nommés, le Hezbollah libanais et les milices irakiennes, parce qu'ils sont entrés dans la solidarité avec la République islamique d'Iran. Et ensuite, il a demandé une demande très très importante. Et là, on voit l'homo economicus en Mujtaba, il a demandé la fermeture totale. Et c'est la première fois, ça n'est jamais arrivé depuis 13 jours. Larijani a dit, on n'a pas fermé le détroit d'Ormuz. Kalibaf a dit, Kalibaf c'est un général des Pasdaran qui dirige l'Assemblée nationale, a dit, on n'a pas fermé le détroit d'Ormuz. Et lui, il a donné l'ordre, il a dit, à partir de maintenant, vous fermez définitivement le détroit d'Ormuz. Et ça va impacter bien évidemment l'économie mondiale. Mais l'Iran seul ne peut pas fermer le détroit d'Ormuz. Si. Comment? L'Iran seul ne peut pas fermer le détroit d'Ormuz. Si, l'Iran a 4 moyens pour fermer le détroit d'Ormuz. 1, des missiles balistiques. Un bateau passe un missile. Si mes missiles balistiques intelligents frappés ou je ne peux plus les utiliser, j'ai le deuxième moyen, les drones. Si je ne peux pas utiliser les drones, je vais mettre des mines flottantes. Il suffit juste 1 kilomètre de mines flottantes, aucun bateau passera. Et si les mines sont déminées, si vous voulez, j'ai encore le 4e moyen, le plus terrible, à savoir les bateaux kamikazes. Je mettrai des kamikazes, Dieu sait combien de kamikazes, boum, 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 vous faites exploser 3 ou 4 bateaux, aucun bateau passera. Professeur Chenelot. Non, sur quel thème? Sur le détroit d'Ormuz, je crois que même s'il n'y a rien,
aucun des moyens que Adèle a évoqués, mais s'il y a l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose, ça suffirait en fait Le mal est déjà fait. à le neutraliser. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un bateau ait déjà été touché, comme ça a été le cas, qu'on pense qu'il y a des risques, et il n'y a pas un investisseur, il n'y a pas un pétrolier qui osera passer, Exactement. simplement parce qu'on craint qu'il y en ait un. Donc de ce point de vue-là, c'est un détroit, on dit toujours 40-50 km, il ne faut pas oublier qu'il y a un chenal, et un chenal c'est beaucoup plus étroit, donc c'est extrêmement facile, comme Adèle vient de le dire. Sur le guide, je pense que Adèle a très bien expliqué les choses, il connaît parfaitement tout ça. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'ineptie de la thèse consistant à décapiter. C'est-à-dire qu'on pense qu'en décapitant, on va régler ça. En plus, on a des exemples multiples, et je prendrai l'exemple du Hamas ou du Hezbollah. On a tué pratiquement tous les dirigeants du Hamas depuis 2002, quoi. Et à chaque fois, il y en a un autre, et le Hamas existe toujours. Et pour le Hezbollah, c'est pareil. On a tué beaucoup de ces dirigeants, et le Hezbollah est toujours là. Alors que dire d'un régime, d'un pays de 90 millions d'habitants qui est installé depuis 1979 et qui a une très forte résilience, une expérience importante de la guerre. Bref, si vous voulez, c'est cette idée qu'en tuant 50 personnes, 50 dirigeants, on va tout régler, est vraiment un contresens absolu. Cette guerre, à mon avis, on y reviendra tout à l'heure, pour moi est un contresens absolu, justement, parce que, indépendamment de la question juridique, j'y reviens d'un mot, mais c'est quand même une guerre illégale. Mais en plus, c'est une guerre qui n'a aucune légitimité parce qu'elle va nulle part. On voit bien d'ailleurs. Et quand on arrive à ce niveau de blocage, eh bien, le risque qui est en train de se mettre en place, c'est l'escalade. C'est-à-dire que le guide vient de donner encore l'idée qu'il faut aller plus loin et sans faire de jeu de mots, mais l'autre guide, qui est Donald Trump, est dans une posture, lui aussi, de montrer qu'il est le plus fort. Donc on est dans une espèce d'absurdité qui peut nous conduire. Et quand je dis nous, ça veut dire que nous aussi, les Européens, on est piégés dans cette affaire. Parce qu'on n'a rien à voir dans cette guerre, et pourtant, on va en subir beaucoup de conséquences. Puis il y a un autre point que je trouve très important, c'est que ce régime qu'on a sans doute, dont la résilience a été considérablement sous-estimée, je crois effectivement qu'il y a on le déteste, ce régime, bien entendu, mais ce n'est pas parce qu'on le déteste qu'il faut être aussi peu lucide sur la réalité probable, je dis probable parce qu'on ne sait jamais, de la résilience d'un tel système. Or, un tel système, non seulement est en capacité de résister, mais aussi est en capacité de riposter de mille et une façons, et pas simplement aujourd'hui. Je veux dire, ça peut être dans les temps qui viennent. Donc, on a ouvert une boîte de Pandore dont aujourd'hui personne ne sait ce qui va en sortir, quoi. Et de ce point de vue-là, vraiment, cette guerre est un non-sens. Et ça ajoute aussi, évidemment, je pense que c'est très largement lié. Alors, je ne suis pas personne ne peut savoir quel est le lien entre Netanyahou et puis Trump. Mais je ferai volontiers l'hypothèse que Netanyahou a réussi à convaincre Trump de se lancer dans cette affaire absurde qu'il ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, juste un élément très banal, mais quand même très significatif, ils ont si peu anticipé, les Américains, si peu anticipé, qu'ils n'ont même pas pensé à prévoir l'évacuation de leurs ressortissants. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça, parce que ça, en termes de sécurité, c'est la première chose à faire. Ils n'ont même pas fait ça. Donc, en fait, ils sont dans une espèce de vision extrêmement floue, contradictoire, aussi bien pour les véritables objectifs de l'opération militaire, et que dire du jour d'après. Je pense que la notion de jour d'après, c'est une notion que Donald Trump ne connaît pas, ignore complètement. Et on voit bien dans ses rodomontades quotidiennes, quoi. Donc voilà, on est vraiment on est arrivé à un moment de ce conflit où je crains que ça puisse continuer dans une absurdité assez tragique, quoi. Bandini dans le chat dit ils ne tueront pas une idée. Volca dit il faut se méfier des gens qui n'ont plus rien à perdre. Alors on pose la question, est-ce qu'ils n'ont plus rien à perdre? Parler de résilience, de résistance, il existe une résistance iranienne. C'était tout à l'heure, c'était dans l'AFP, je crois. C'est la résistance iranienne lors d'une conférence de presse dit être à l'origine de dizaines d'opérations de sabotage sur le sol iranien. Elle peut peser, cette résistance iranienne, ou pas vraiment? Ça vous fait sourire, Adèle? Écoutez, un cadre dirigeant d'un groupe de l'opposition iranienne, il y a 2 semaines, nous donne rendez-vous pour le 21 mars à Téhéran pour fêter le Nouvel An.
sans le régime de la République islamique d'Iran. J'ai dit, OK, j'en serais ravi parce que moi, ma mère est iranienne. Donc, c'est une occasion pour voir la moitié de ma famille en Iran. Mais bien évidemment, en rigolant, hein, parce qu'en fait, c'est méconnaître. Là, on est dans la propagande, on est dans la communication. Non, en Iran, on a tout sauf une opposition. Pour faire chuter ce régime, vous n'avez pas 250 options. Vous n'avez que 4 options. Je parle bien à ce stade-là. Ou bien les troupes au sol, c'est-à-dire 150 000 soldats comme on l'a fait en Irak, hein, et ils sont capables, les Américains, ils ont les moyens pour faire chuter ce régime. Après ce qui se passe, c'est une autre histoire. En 3 semaines, ils sont quand même d'Ou Bassoura à Bagdad, ils n'ont mis que 3 semaines. Ils sont arrivés, Saddam Hussein est parti, le régime a changé. Mais cette option-là, Donald Trump est élu justement pour ne pas faire ça. Hein, pour ne pas faire ça. Et il a dit clairement, il n'envoie pas des troupes au sol, même s'il laisse une ambiguïté. Donc cette option est écartée. La deuxième option, c'est avoir une opposition armée, unie, centralisée, financée, accompagnée, entraînée par les États-Unis d'Amérique. Ce qui n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Parce que les Pahlavis ne parlent pas avec les Moudjahidines du peuple. Les Moudjahidines du peuple nous disent clairement, Mariam Rajavi, la présidente des Moudjahidines, elle dit, sur mon cadavre, toi, tu arriveras à Téhéran, à Raza Pahlavi. Donc, les Balouches ne parlent pas avec les Kurdes ne parlent pas avec les Arabes ne parlent pas avec les Azaris ne parlent pas avec les Turkmènes. Vous avez une opposition totalement fragmentée. Ça aussi, cette option, il faut le mettre à côté. La troisième option, c'est sur laquelle les Américains, au début, comptaient énormément. C'est la désolidarisation de l'armée régulière contre les Pasdaran. Autrement dit, cette armée qui a été marginalisée, exclue en faveur des Pasdaran depuis 1979, les Américains pensaient à un moment donné, lorsque le régime deviendra fragile, faible, peut-être cette armée-là va se désolidariser, prendre de la distance, voire faire un coup d'État, faire des deals avec Donald Trump, ce qui n'est absolument pas le cas. À ce jour-là, il n'y a même pas un seul général qui, comme ça a été le cas en Syrie, qui fait sa défection. Non, cette option aussi, c'est oublié. Maintenant, il ne reste que la dernière option, vers laquelle on s'oriente vraiment depuis 2, 3 jours, voire 4 jours. Je tente avec mes appels téléphoniques, Washington, Moyen-Orient, un peu partout pour comprendre quel est le but là, ici et maintenant, ces derniers jours, des Américains. Parce que pour les Israéliens, c'est une autre histoire. Hein, c'est une autre histoire. Ils n'ont pas le même... Eh bien, on s'oriente vers la 4e option, c'est-à-dire le peuple iranien. Déjà, il n'y a pas un peuple iranien, il y a les peuples iraniens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va frapper toutes les infrastructures militaires, économiques et surtout les Bassidji. Les Bassidji, c'est à peu près 650 ou 670 000 personnes. Hein. C'est l'appareil de la répression par excellence de la République islamique d'Iran. On va les frapper micro par micro, dans chaque ville, chaque village, dans chaque quartier, pour préparer les conditions objectives d'un soulèvement populaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ne soyez pas étonnés si demain matin vous vous réveillez, Donald Trump, il va dire « Je déclare la victoire, j'ai gagné la guerre, maintenant j'ai fait tout, j'ai préparé toutes les conditions objectives, maintenant c'est à vous, le peuple iranien, faire le reste. » C'est-à-dire, moi, Donald Trump, moi, américain, j'ai fait mon travail. Maintenant, comme il l'a dit il y a 3 ou 4 semaines, au mois de janvier, descendez dans la rue, prônez, ce sont ces mots vraiment, prônez le contrôle des institutions. Alors, il va refaire exactement le même discours. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est absolument pas en mesure de continuer pendant 1, 2, 3 ans cette guerre. Vous engagez pas des troupes, vous engagez des troupes en 3 semaines, vous finissez la guerre. Vous nous engagez pas les troupes, je vous donne l'exemple de Daesh. Daesh, c'est un micro-étatique, n'est-ce pas? Une organisation qui a fait un semi-État entre la Syrie et l'Irak. On a mis combien de temps? Parce qu'on refusait d'engager les troupes au sol, on a mis 3 ans pour arriver à Raqqa. Et là, comme Jean-Paul a dit, vous êtes dans le contexte quand même, dans un pays 3 fois plus grand que la France, une population de 90 millions d'habitants, un régime qui est en place depuis 1979, n'est-ce pas, qui dispose des infrastructures énormes. Alors donc, il ne peut pas continuer comme ça. Et s'il arrête là tout de suite la guerre, c'est l'échec total pour lui. Autrement dit, on passe de la formulation, à savoir
la capitulation totale de l'Iran à l'échec total de Donald Trump. Et pour ne pas arriver là, il va faire ce discours-là, ce spectacle, pour dire les Iraniens, le peuple héroïque de l'Iran, j'ai fait la moitié, j'ai fait mon travail, maintenant, descendez dans la rue. Et personnellement, je pense que cette option n'est absolument pas disponible. Professeur, je vous pressens dubitatif. Comment ? Je vous pressens dubitatif. Non, mais je crois que il n'y a aucune issue militaire à cette guerre. Les différents éléments que Adèle vient d'évoquer, ils sont incontournables. Le premier, même si on envoie 150 000 hommes, c'est pas vrai que le régime pourrait tomber. Je crois tout simplement que ça serait l'enlisement. Parce que quand on envoie... Moi, je verrais plutôt un scénario comme autrefois, un jeu en Vietnam. C'est-à-dire on envoie 150 000 et puis on s'aperçoit que c'est pas suffisant, on envoie 200 000 et on part dans un enlisement absolu, quoi. Donc je ne crois pas un instant à la possibilité, non pas qu'il ne tente pas de le Trump faire. a les élections de mi-mandat en novembre. Oui, non, mais je veux dire, même si on oublie un instant les élections de mi-novembre, je pense que cette idée d'envoyer des troupes... il ne le fait pas. 150 000, 200 000, c'est l'enlisement à coup sûr, quoi, parce qu'on a affaire, Adèle l'a très bien dit à plusieurs reprises, on a affaire à des gens qui seraient à ce moment-là dos au mur, qui ont les moyens de résister, qui le feront par tous les moyens possibles. Et donc, c'est une opération militaire qui est vouée à l'échec. Enfin, bon, ensuite, l'idée d'aller... L'opposition. Comment ? L'opposition. L'opposition, c'est la même chose. Il y a une contradiction quand j'entends parler. Alors, je parle ça sous le contrôle d'Adèle, mais quand on dit on va armer les Kurdes, c'est rien connaître à l'histoire du Kurdistan, rien connaître à l'histoire des Kurdes irakiens comme des Kurdes iraniens, la République de Mahabal et tout ça. Donc, alors pourquoi ça serait pas possible ? Parce que c'est pas le même objectif. En plus, les Kurdes ont toujours été complètement instrumentalisés dans ces affaires-là. La République de Mahabad, c'est quand, à un moment donné, les Kurdes iraniens sont en capacité, parce qu'il y a un vide politique très, très court, d'installer une république qui va durer 1 an. Et ensuite... Et ensuite, les Kurdes ont été massacrés, quoi. Et le leader de cette république a été pendu haut et court, quoi. Et on peut prendre aussi les exemples où, à l'époque où l'Iran soutenait les Kurdes d'Irak, le jour où il y a eu un accord entre l'Irak et l'Iran, Barzani et tous les autres sont effondrés, et Barzani, il a fini dans un hôpital aux États-Unis, ou je ne sais où, il a été battu. Donc les Kurdes, dans cette affaire, ils ont parfaitement conscience du danger de se lancer là-dedans, sans compter, évidemment, toutes les contradictions politiques et idéologiques, et elles sont multiples. Donc voilà. Donc en réalité, il n'y a aucune option. Si on prend, dans la période tout à fait récente, l'armée capable d'appuyer sur un régime. Prenons le Hamas encore une fois. Mais au bout de 2 ans, le Hamas est toujours là, quoi. Donc il est en capacité de résister même à la marche. Et puis surtout, il est toujours présent d'une autre manière. Donc si vous voulez, il n'y a strictement aucune possibilité de régler cette affaire par le militaire. C'est évident. Et donc, ce qui va se passer très probablement, c'est qu'à un moment ou un autre, Donald Trump va sans doute faire un discours extrêmement, comme il fait habituellement, très auto-glorificateur, en disant voilà, nous avons gagné, alors que sur la réalité de terrain est complètement différente. D'ailleurs, ça se passe même en ce moment. Il dit des choses qui sont complètement fausses. Il faut bien comprendre qu'il infuse sans arrêt du mensonge ou des approximations, mais c'est lui qui va être coincé le plus rapidement, évidemment. Il y a ce que vous évoquiez, les élections n'ont pas beaucoup de temps, c'est-à-dire à l'automne prochain, en novembre prochain, mais d'ici là, il y a des choses très concrètes. L'impact du choc pétrolier. Alors, il a fait une déclaration hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, où il a dit cette chose extraordinaire, la question du nucléaire iranien est plus importante que les prix du pétrole. Mais ça ne tient pas la route une seconde. Il tient pas la route une seconde. Sans parler de la contradiction sur ce sujet précis du nucléaire, puisqu'il avait même dit au mois de juin qu'il avait écrasé toutes les possibilités d'un programme nucléaire. Voilà. Donc, on est dans cette situation où il y a une obsession du militaire, et le militaire ne conduit à rien. Je crois qu'à un moment donné, il faut que la politique reprenne ses droits. Et le drame de cette affaire, c'est ça, quoi. C'est qu'on ne veut pas entendre parler de cette évidence. Et c'est pour ça que je disais tout à fait au début que cette guerre n'avait pas de sens pour les Américains. Pour les Israéliens, c'est autre chose. Et pour les Israéliens, d'un mot simplement, on va y revenir, mais Netanyahou cherche à attaquer l'Iran depuis, disons, 30 ans, on va dire. Il a été Premier ministre en 1996 pour la première fois. Il a toujours voulu, et à chaque fois, les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, George W. Bush ou Obama, disaient non, il ne faut pas y aller.
Mais là, il a un boulevard, mais ce qu'il veut, c'est pas simplement détruire le régime, ce qu'il veut, c'est casser le pays, briser le pays. Et on voit bien d'ailleurs là où sont les frappes israéliennes. Maintenant, elles touchent les infrastructures civiles, elles touchent les services publics. Il est question, dans l'esprit d'un personnage comme Netanyahou, c'est casser ce pays. Et évidemment, on est à 1000 lieues de l'idée qu'il serait intervenu pour aider le peuple iranien à se libérer de ce régime. Il y a un certain nombre de personnages en France ou ailleurs qui continuent à développer ce discours qui est tout simplement fallacieux, quoi. Quand on dit mais les Israéliens ils vont pour libérer le peuple iranien, c'est absolument cynique et absolument erroné, quoi. Je crois qu'il faut bien voir ça. Donc là, ce qui va probablement se produire dans les prochains jours ou dans les prochaines... Oui, je pense que ça ne va pas durer encore trop longtemps, j'en sais rien, évidemment. C'est que il faudra bien arrêter. Et puis encore un mot là-dessus, si on arrête les bombardements, car il ne s'agit que de bombardements, et c'est considérable, il y a déjà des millions de déplacés, hein. Mais quand on arrête les bombardements, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ruines, il y a des cendres, et puis il y a des gens qui se retrouvent en capacité de continuer dans des conditions terribles, avec un affaiblissement terrible du pays. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'absurde, et malheureusement... ils vont très fort. Moi, je pense qu'on partage... par rapport aux Américains, on partage la même grille de lecture. C'est complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je dis, vous n'avez que ces 4 options pour faire chuter le régime. Or, aucune de ces 4 options sont disponibles. Alors, parce que les 4 options ne sont pas disponibles, le concept de l'escalade, je l'écarte. C'est fini là. Ça, c'était bien pour la première semaine, voire les premiers jours. Désormais, le concept de l'escalade ne peut pas nous expliquer ou nous permettre à expliquer ou comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Et même, j'ai développé au début de la 2e semaine le concept de la radicalisation de la conflictualité. Là aussi, c'était bien au début Mais là, désormais, non. Je parle d'un autre concept, d'un 3e concept, à savoir l'impasse. C'est vraiment l'impasse totale. L'impasse totale pour qui? Pas pour les gardiens, hein. Les gardiens, ils sont chez eux. Ils savent très bien ils ont préparé tous ces scénarios-là. L'assassinat du guide, l'assassinat des cadres dirigeants, des gardiens, et même des scientifiques, et même le président de la République. Pour chaque acteur majeur, ils ont une liste. D'accord? Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une république totalement décentralisée, hein, organisée et décentralisée. Il n'y a pas un seul pouvoir. Vous le décapitez, il tombe. Et parce que les 4 options ne sont pas disponibles, et parce que les gardiens se sont préparés pour une guerre longue, hein, ils ont déjà fait la guerre de 8 ans contre l'Irak de Saddam Hussein. Hein. Là, c'est Donald Trump qui est dans l'impasse. L'impasse, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas envoyer des troupes au sol. Et même, comme tu l'as si bien dit, et même s'il envoie des troupes au sol, il est pas à 100% sûr de reproduire le scénario irakien. Donc, comme tu dis, tomber dans des crises vietnamiennes, etc., scénario vietnamien, c'est toujours à anticiper. De toute façon, dans tous les cas, il n'est pas disposé à envoyer un seul soldat au sol. OK, tu envoies pas, vous envoyez pas des troupes au sol. Il vous reste quoi comme option? Frapper. OK, vous frappez, vous jouez le jeu des gardes. Et moi, un grand diplomate moyen-oriental m'a dit, le grand cadeau que Donald Trump a fait au Pas d'Aran, c'est qu'il a assassiné Khamenei. Pourquoi? Parce que Khamenei avait 86 ans, très mou, très nuancé, qui n'a jamais attaqué les pays arabes frontalement, hein, ni l'Arabie Saoudite, il était toujours pour l'équilibre, grâce à son expérience. Il était malade, il avait un cancer, etc. Et maintenant, Donald Trump a donné à la République islamique d'Iran un guide qui n'a que 56 ans, mais qui a encore 30 ou 40 ans devant lui, avec une radicalisation de cette conflictualité dont j'ai parlé. Il veut fermer le détroit d'Ormuz. Il demande à tous les pays arabes de fermer toutes les bases américaines, sinon, boum, 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 les bombardements continuent. Il remercie ce qu'on appelle l'axe de la résistance au Yémen, en Syrie, en Irak, au Liban, etc. Donc là, Donald Trump, s'il arrête la guerre là tout de suite, c'est un échec fondamental. Je ne parle pas à l'échelle éthique ou morale, je parle en termes factuels, d'une manière factuelle. Il arrête cette guerre-là, la République islamique d'Iran restera debout. Donc c'est un échec pour lui. Il n'arrête pas cette guerre, c'est sans fin.
il n'y a pas au bout de ce tunnel une lumière qui nous donne une perspective, un issue à ce conflit-là. Et donc, dans tous les cas, il est dans une impasse et il doit prendre une décision terrible pour lui. Assumer son échec en arrêtant cette guerre. Jean-Paul? Oui, je crois que la notion de radicalité, il faut y réfléchir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la radicalité immédiate, c'est-à-dire qu'on réagit avec tout ce qu'on vient de voir, en bloquant l'Ormuz complètement, etc. Mais je crois qu'il y a aussi une radicalité à plus moyen terme. Et si je reviens sur le nucléaire, parce que c'était ça au point de départ. prétexte. Bah oui, c'est ça. Et donc le nucléaire, il y avait un accord en 2015. On a tendance à l'oublier. On dit souvent, on peut jamais négocier avec l'Iran. Alors moi, je ne vais pas L'Iran défendre. avait plus ou moins respecté une partie de ses... Il avait complètement respecté. Il avait complètement les respecté. observateurs de l'AIEA pouvaient... Ah non, non, entre 2015 et 2018, vous regardez les rapports de l'AIEA, ils avaient respecté leurs engagements. En 2018, il y a la sortie unilatérale par Donald Trump, et quand vous regardez toujours les rapports de l'AIEA, pendant encore un an ou deux, 18 mois, ils continuent à ne pas vouloir enrichir l'uranium, parce qu'ils espéraient peut-être qu'il y avait une sortie grâce aux Européens. Donc il faut quand même rappeler ça, c'est-à-dire que c'est quand même Trump qui est à l'origine de la remise en question d'un accord qui aurait pu fonctionner. Bon, c'était par la négociation. Avec en plus l'idée que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait la capacité de contrôler exactement tout ce qui pouvait se passer à 90%, 95%. Quand on regarde les dimensions techniques de ces contrôles, c'est quand même important. Il y a vraiment des contrôles très intrusifs. Ce que je veux dire par là, c'est que l'autre option, choisie dorénavant, c'est on bombarde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont deux puissances nucléaires. Israël est une puissance nucléaire, il faut quand même le rappeler. Les États-Unis, c'est une évidence, viennent frapper un État qui n'est pas doté de l'arme nucléaire, quoi qu'on en dise, il n'avait pas encore l'arme nucléaire, si tant est qu'il voulait vraiment y aller, ce qui est une éventualité, bien sûr. Donc que vont se dire beaucoup d'États aujourd'hui qui sont en capacité d'être ce qu'on appelle sur le seuil nucléaire, c'est-à-dire la capacité, en quelques mois, d'avoir l'arme nucléaire. Ils vont se dire que si je ne veux pas être agressé à l'avenir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je me dote de l'arme nucléaire. Et donc la question du nucléaire, aujourd'hui, elle va être sensiblement différente d'avant, parce qu'on va comprendre qu'il n'y a que par la maîtrise de l'arme nucléaire qu'on peut ne pas être attaqué. Si vous prenez l'exemple ukrainien, c'est la même chose. L'Ukraine était non pas une puissance nucléaire, mais avait des armes nucléaires dans le cadre de l'Union soviétique. Eh bien, elle a remis ses armes en échange d'une non-agression. Il y a les accords de 93 ou 94, et c'est une puissance nucléaire qui a attaqué un État qui n'était plus doté d'armes nucléaires. Donc vous êtes dans cette situation-là où il est probable que ce qui se passe aujourd'hui va avoir des conséquences demain, et ces conséquences demain, c'est de dire, l'Arabie Saoudite, par exemple, ou la Turquie peut-être, ou je ne sais quel autre pays, vont se dire, il nous faut absolument l'arme nucléaire. C'est ça la réalité. Et donc le TNP, le traité de non-prolifération, qui est déjà en grande difficulté, risque vraiment de devenir obsolète. Puis un dernier point sur le TNP. Vous savez que le TNP, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, il y avait un deal au départ du TNP. Le deal, c'est que les États qui n'ont pas l'arme nucléaire s'engagent à ne pas l'avoir. Bon, c'est clair, à condition qu'ils puissent continuer à avoir le nucléaire civil. Mais en contrepartie, les États dotés de l'arme nucléaire, c'est-à-dire en gros les 5 membres, enfin pas en gros, exactement les 5 membres du Conseil de sécurité, s'engagent à mener, c'est l'article 6 du TNP, des négociations pour un désarmement, donc réduction des vecteurs, réduction des ogives. Et pendant 50 ans, il y a eu toute une série de traités, les START, les SALT, le dernier en date, le New START. Et quand est-ce qu'il s'arrête, ce New START? Le dernier traité, c'est en février 2026. C'est-à-dire que depuis février 2026, c'est-à-dire depuis hier, il n'y a plus rien de ce domaine. Donc on a d'un côté le fait que les grandes puissances, États-Unis et Russie, avant c'était l'Union soviétique, ne font plus rien pour essayer d'empêcher la prolifération nucléaire de leur côté, et les autres sont dans cette situation où il faut finalement disposer de l'arme nucléaire. Donc on voit que sur un point aussi fondamental qui est à l'origine de toute cette affaire, eh bien on risque d'avoir exactement le contraire de ce vers quoi on prétendait aller. Dans le chat, il y avait Volca qui disait... Pardon, excusez-moi. Oui, Volca, pardon. C'est par contre, on ne parle jamais du nucléaire israélien. Il se trouve qu'on vient d'en parler justement. Pourtant, ça devrait inquiéter quelqu'un, le nucléaire israélien? Est-ce que c'est une vraie puissance nucléaire, Israël? C'est une question? Oui. Bien entendu, c'est une vraie puissance nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont la bombe depuis une cinquantaine d'années.
Donc ils sont parfaitement en capacité, ils ont les vecteurs, ils ont tout ce qu'il faut, et ils peuvent frapper s'ils le veulent. Sur la question palestinienne, je vois pas très bien l'intérêt d'avoir une arme nucléaire par rapport à l'Iran. Quand on dit Israël a une menace existentielle, alors c'est un ressenti qui est incontestable. Les Israéliens Je sais sont... pas quelle est la doctrine israélienne. mais c'est une ambiguïté, puisqu'ils disent qu'ils ne l'ont pas. Enfin, vous verrez jamais un diplomate, sauf une fois, Olmert a fait un lapsus, il a dit nous avons, non, mais c'est une manière de parler. Donc ils n'ont pas, mais chacun le sait. Ils n'ont pas signé le TNP, bien entendu. Donc en fait, là, c'est un trou noir dans cette affaire, mais qui est fondamental. Donc il est évident que, en dernière instance, s'il y avait vraiment une menace existentielle, les Israéliens ont les moyens de réagir. Mais justement, et quand on discute avec certains responsables de think tank dans le monde arabe, que Adèle connaît parfaitement, notamment des Saoudiens, ils commencent à comprendre c'est qu'ils nous disent que les gens dangereux, c'est plutôt les Israéliens maintenant. Ils ont vraiment une crainte très forte parce que ils frappent partout. Ils ont frappé à Doha, maintenant ils ont frappé l'Iran. Et ça nous emmène sur un sujet important aussi, ce sont ces pays du Golfe, les pays du Golfe qui ont tout fait auprès de Trump pour faire en sorte que cette guerre n'ait pas lieu, parce qu'ils avaient parfaitement compris les risques globaux, mais aussi les risques pour eux-mêmes. Mais pour les pays du Golfe, pour les Émirats du Golfe en particulier, c'est une catastrophe. C'était jusqu'à maintenant une sorte de vaste oasis attractif sur le plan financier, sur le plan économique, accessoirement sur le plan touristique. Mais du jour au lendemain, tout ça est fichu en l'air. Et probablement, avant que la confiance des investisseurs ou même des touristes renaisse, il va passer beaucoup de temps. Donc je suppose qu'aujourd'hui, les différents responsables, dirigeants de ces pays doivent faire pression aussi sur Trump pour dire « mais arrêtez cette folie », parce que nous en sommes les premières victimes. Donc quel que soit l'endroit vers lequel on veut aller, on s'aperçoit de l'absurdité. Le nucléaire, je viens de l'évoquer, pour les pays arabes du Golfe, c'est une évidence, ainsi de suite, quoi. Avec en plus, en prime, comme Adèle l'a très bien montré, il est, à mon avis, très probable que les États-Unis vont devoir arrêter à un moment ou un autre la guerre. Et en l'arrêtant, il va habiller ça avec son discours confus habituel, mais objectivement, il est dans une impasse. Je crois que là-dessus, on est tout à fait d'accord. Voilà. Et oui, Donald Trump est dans une impasse, mais vous avez absolument raison d'aborder la question des pays arabes. Parce que c'est un acteur lourdement impacté par cette conflictualité. Écoutez, au moment où Israël a frappé Doha, ça n'est jamais arrivé, c'était la première fois. Certains pays arabes, l'Égypte auparavant, la Jordanie, et ensuite les Émirats, Bahreïn, Soudan, Maroc, avaient normalisé leurs relations avec Israël. L'Arabie saoudite, le Qatar, les autres pays étaient dans à peu près la même perspective. Ils pensaient qu'Israël pourrait être un principe de stabilité, de sécurité dans la région. Mais au moment où ils étaient dans cette perspective-là, Israël frappe le sacré de tous les sacrés pour les pays du Golfe, pour ne pas dire tous les pays, à savoir Doha. Doha, faites tout ce que vous voulez. Enfin, on a déjà attaqué, les Houthis ont attaqué, par exemple, l'Arabie saoudite, la Jordanie, même les Émirats. Ça n'a pas eu énormément d'effet, mais frapper Doha, c'est vraiment... Quand on connaît le monde arabe, on connaît la place de Doha. Quelle est cette place particulière pour ceux qui sont pas très C'est à peu près comme le Vatican pour les catholiques. J'exagère un petit peu. Et donc, Israël s'est permis, au nom de frapper Hamas. Bien évidemment, Israël a frappé Hamas, mais Hamas, le bureau politique de Hamas, était déjà à la table de négociation avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump. Le Hamas était avec l'accord d'Israël. Il était à Doha, installé à Doha. Israël était d'accord. On se souvient tous les millions de dollars des Qataris qui passaient par le Mossad pour arriver à Gaza, c'est-à-dire arriver au gouvernement du Hamas. On sait très bien que tout ça, c'était des accords. Et donc, au moment où Israël, pour ne pas trop détailler, a attaqué vraiment le Qatar, même si Donald Trump a obligé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de s'excuser auprès du Premier ministre qatari, mais les Golfiens, d'une manière générale, n'ont pas digéré cette affaire-là. Ils ont pris de la distance avec Israël. Et cette prise de distance a rapproché les Golfiens avec la République islamique d'Iran.
Ils tentaient, hein. Les Émirats arabes unis ont réouvert leur ambassade à Téhéran. L'Arabie saoudite avait déjà normalisé ses relations le 10 mars 2023, c'est-à-dire quelques mois avant le 7 octobre, ses relations avec la République islamique d'Iran. Le Qatar et le sultanat Oman, depuis toujours très proches de la République islamique, n'ont jamais coupé leurs relations avec la République islamique d'Iran. Et là, dès le premier jour de cette guerre, Mujtaba Khamenei et surtout Ali Larijani et Khalibaf, ils décident d'attaquer la totalité des pays du Golfe. Ça, c'est un double choc pour les Golfiens. Le premier choc, c'est qu'ils ont pris de la distance avec Israël. Et le deuxième choc, désormais, ils sont dans l'obligation de prendre non seulement de la distance, mais engager une vraie révision de leur existence dans ce Moyen-Orient. Est-ce qu'ils peuvent, c'est ça la question qui revient régulièrement en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats arabes unis. Est-ce qu'on peut confier notre sécurité à une puissance extérieure? Sinon, bien évidemment, la réponse est non. Sinon, comment faire, que faire, comme disait Lénine, pour sortir de ce bourbier-là, hein? Et là, vraiment, ils n'ont pas de réponse. Ils sont en pleine réflexion parce qu'ils sont désormais en rupture avec la République islamique d'Iran. Regardez, l'Arabie saoudite lourdement frappée, les Émirats lourdement frappés. Mais il y a 12 approches qui traversent le monde golfien. Une approche émirienne et une approche saoudienne. Les Émirats, qui ont normalisé leurs relations avec Israël par les accords d'Abraham, souhaitent que la totalité des pays du Golfe s'engagent là, ce soir, tout de suite, dans cette guerre contre la République islamique d'Iran, parce qu'ils sont lourdement frappés, hein. Mais par contre, l'approche saoudienne, l'Arabie saoudite, on sait très bien depuis l'effacement de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak, de Saddam Hussein, etc., c'est l'Arabie saoudite qui devient le Big Brother du monde arabe. Et c'est autour de Mohammed Ben Salman qu'on réorganise ce monde arabe. Là, l'Arabie saoudite est très, très nuancée, souhaite donner encore une marge de manœuvre à la diplomatie. C'est pourquoi il y a ce dialogue encore avec Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, pour dire stop, mais arrêtez là. Mais il ne faut pas nous obliger de passer par un autre moyen. Et ensuite, l'Arabie saoudite, le discours qu'il développe, on ne va pas s'engager dans une guerre aux côtés des Israéliens et des Américains contre la République islamique d'Iran. C'est pourquoi dans les coulisses, il y a des négociations avec les Français, avec les Britanniques, avec les Allemands, avec les Italiens, avec d'autres puissances, pour former, si besoin, une coalition internationale pour entrer dans cette guerre-là. Autrement dit, de toute façon, la rupture est consommée à la fois entre les pays arabes et la République islamique d'Iran, et une relation très, très, très froide avec Israël depuis l'attaque contre Doha. C'est pourquoi je dis c'est un moment historique pour le monde arabe. Je crois qu'il y a aussi un moment, en ce moment même, c'est que les pays arabes du Golfe, les Golfiens, comme tu dis, sont jusqu'à maintenant sur une posture défensive. Ils ont des alliés, et en particulier, j'en viens à la France, dont on n'a pas beaucoup parlé. La France a des accords de coopération importants, et en particulier avec les Émirats arabes unis. Ces accords de coopération, ils ont plusieurs niveaux. Des accords de sécurité. De sécurité. Et de défense. Oui, c'est ça, mais j'en venais à ça. C'est-à-dire le plus important, c'est qu'il est prévu que, un peu dans le style de l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de la France, d'abord pour défendre, mais aussi pour aller plus loin. Et donc, je trouve que nous sommes maintenant dans une espèce de ligne de crête, dans une ligne de crête. C'est que si les Golfiens changeaient leur posture pour basculer dans l'offensive, alors ça serait encore une extension très grave de la guerre. Et pour nous, Français, ça poserait un problème majeur, car jusqu'à maintenant, la France a assumé ses obligations liées à ces accords, dont les dernières datent de 2009, qui sont effectivement des accords de sécurité et d'engagement militaire, ce qu'ils font déjà en termes de défense. Mais si on basculait vers autre chose, ce serait gravissime, parce que ça veut dire que la France serait engagée dans ce conflit, et ça voudrait dire que cette guerre qui n'est pas la nôtre, pourrait devenir la nôtre. C'est-à-dire, on serait entraîné par les Américains, les Israéliens. Donc, il faut impérativement que les Golfiens ne passent pas à cette vitesse supérieure, mais qui, à mon avis, serait une vitesse inférieure, parce que ça ouvrirait à nouveau un tas de contradictions. Et pour la France, ça serait un dilemme absolu, quoi. Donc, je crois vraiment que là-dessus, et ça se joue en ce moment, quoi. J'ai l'impression que, compte tenu de la violence de la riposte
iranienne à laquelle il fallait s'attendre. Et les Golfiens ne doivent pas être tellement surpris. Hein. Donc voilà, et ça me fait dire aussi que, parce que nous sommes toujours dans la contradiction, il n'y a jamais d'un côté ou de l'autre, ce que je viens de dire va dans un sens, et l'autre sens, c'est que l'autre dimension de cette affaire, c'est que les Golfiens, les Saoudiens en particulier aussi, qui ne sont pas les Golfiens, insistent pour que cette guerre prenne fin auprès des Américains. Parce qu'évidemment, en dernière instance, c'est quand même les Américains qui ont la main, étant entendu que pour les Israéliens, dont on n'a pas beaucoup parlé, ils ne s'arrêteront pas. Ils ont enfin la possibilité de broyer, non pas simplement le régime, mais l'État, avec tout ce que ça implique. Ils vont continuer le plus loin possible. D'ailleurs, ils le disent. Nous n'avons aucune limite. Tant qu'on pourra taper sur le pays, on le fera. Donc voilà, on est là. Donc il faudrait vraiment que les pays du Golfe réussissent, et que les Européens, qui le demandent aussi, réussissent à calmer le jeu. Pas simplement calmer le jeu, la formule est trop faible, mais vraiment fasse pression sur Washington pour que ceci s'arrête. Sinon, vraiment, vous savez, il y a comme des phases et on ne les contrôle plus. Et le pire dans cette histoire, c'est que avant même que cette guerre commence, chacun disait cette phrase classique. On sait comment commence une guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit. C'est une grosse évidence. Et bien cette évidence a été balayée. Et on se retrouve maintenant dans cette situation. Comment faire? Voilà. Et pour l'instant, on est dans l'escalade avec tout ce que ça implique. Avec, je voudrais dire deux mots aussi, un mot sur le Liban et surtout. C'est ce que j'allais dire. Il y a un pays sur lequel la guerre déborde. Voilà. C'est Et donc en fait, là aussi, le Liban, une menace existentielle. Le Liban, on est dans une situation tragique. Moi, j'étais à Beyrouth il n'y a pas très longtemps et ils étaient déjà en grande difficulté. Et là, maintenant, nous sommes dans une situation où Israël, après l'attaque du Hezbollah, mais c'est quand même l'attaque du Hezbollah a été déclenchée par l'attaque israélienne contre l'Iran, tout ceci est très complexe. Eh bien, vous avez, on doit être à 800 000 déplacés sur une population de peut-être, quoi, on ne sait pas exactement, 5 millions. 6 millions. Ouais, on va dire 5 millions, mais on ne sait pas exactement, quoi. Je veux dire, en tout cas, c'est une part très importante et toute la société du Liban Sud est complètement déstabilisée. Elle l'était déjà. Hein. Moi, j'ai j'ai un nombre d'amis qui sont de Riyam, par exemple. Riyam, ils n'ont pas pu y rentrer. Ils avaient une maison, elle a été détruite, ils ne peuvent pas y revenir. Donc, on est dans cette situation-là. Et donc, pour les Libanais, c'est une tragédie. Mais c'est aussi, ça fait partie de la stratégie de Netanyahou d'essayer de s'imposer de manière définitive dans le sud du Liban. Je ne dis pas dans tout le sud, mais en tout cas une bonne partie. Et puis, évidemment, l'angle mort de tout ça, c'est ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Et là, ce qui se passe en ce moment à Gaza et en Cisjordanie est du drame dans le drame, quoi. On a refermé complètement Gaza. Il faut bien comprendre que actuellement, les 2 millions de Gazaouis se trouvent sur une bande de terre qui est d'ordre de 40% de ce qu'était la bande de Gaza. C'est-à-dire que maintenant, ils sont vraiment dans une sorte de précarisation systémique. On les impose de vivre dans des conditions impossibles, avec en plus encore ces jours-ci des limitations terribles sur le plan humanitaire. Et en Cisjordanie, il y a au contraire un bulldozer qui est fondé sur la colonisation et tout ça. Donc on a plusieurs niveaux et là, la responsabilité de Netanyahou, elle est considérable et par ricochet, si j'ose dire, celle de Trump ne l'est pas moins. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul que la responsabilité de Netanyahou est considérable et qu'un État n'a pas le droit d'occuper un autre État. Ça, c'est l'alphabet. Mais une fois on a dit ça, je pense qu'il est important qu'on contextualise un petit peu l'affaire aussi. C'est que tu visites régulièrement le Liban, tu connais ce pays depuis des années et des années, tu connais l'État, tu connais la société, tu connais le système de fonctionnement, tu sais, on parle toujours tous les deux de l'État en situation de faillite, c'est le cas pour le Liban, pour la Syrie, pour l'Irak, pour le Yémen, etc., bien évidemment. Un groupe responsable, Jean-Paul, un groupe responsable, au nom de quelle responsabilité? Au nom de quelle légitimité la totalité des partis politiques libanais rendent leurs armes, sortent de la guerre civile, adhèrent à la construction de l'État, mais un groupe prend de la distance et déclare unilatéralement la guerre à un autre État. Moi, je ne parle pas Israël, bien évidemment, on l'a critiqué, on dit qu'il n'a pas le droit d'occuper 1 mètre de territoire souverain du Liban. Le Hezbollah est entré dans cette guerre sans consulter le président de la République. Un président de la République qui a mobilisé pendant une longue année tous les moyens pour que le Hezbollah rende ses armes d'une manière pacifique à cet État libanais qui est dépassé par
des milliers et des milliers de crises. Le Hezbollah n'a jamais accepté à rendre ses armes. Un. Deux, ce président, Jean-Paul, tu le sais 1000 fois mieux que moi, il a résisté à la pression des 4 envoyés spéciaux. Celui de Tom Barak des États-Unis d'Amérique, celui de l'Arabie Saoudite, celui de la France, et celui, c'était quoi, le 4e? Il y avait un 4e envoyé spécial, je ne me souviens plus. Le Liban est dépassé par les envoyés sur chaque État. L'envoyé spécial de la République islamique d'Iran. Aussi, ils avaient un envoyé spécial. Alors, il a résisté face aux Israéliens, face aux Américains, face aux Européens. Tout le monde voulait que le président de la République, l'armée libanaise, désarme le Hezbollah par la force. Mais lui, il a résisté. Mais lui, il a préféré la diplomatie, la négociation. Seulement, je m'arrête. Le Hezbollah il avait une chance extraordinaire avec plusieurs députés, 12 ou 13 députés à l'Assemblée nationale, avec 12 ministres au sein de ce gouvernement. De la santé et du travail. Oui, mais bon, ce sont des ministres, n'est-ce pas? Et avec non, mais c'est important, je veux dire, la santé et le travail. Voilà. C'est pas des marginaux, c'est ça que je veux dire. Tu vois, avec une base sociale très importante. Au moment où la République Israël entre, je dis bien Israël et les États-Unis d'Amérique déclarent la guerre contre un État non arabe, il faut le dire, la République islamique d'Iran n'est pas, je m'arrête vraiment, la République islamique n'est pas arabe, n'est pas un État arabe. Le Hezbollah est un parti politique arabe, dans un État arabe. Mais le Hezbollah prend ses responsabilités sans consulter le Premier ministre, sans consulter ses partenaires, sans consulter le président de la République, et il déclare là, toi Jean-Paul, depuis des années et des années, tu travailles sur la question d'État, tu travailles sur le monopole de la violence, tu conditionnes l'existence de l'État avec le monopole de la violence de la part d'État. Le Hezbollah a transgressé son État en entrant dans cette guerre pour répondre à un appel des Pasdaran, sans prendre en compte la situation d'un État dans lequel il se trouve. Autrement dit, le Hezbollah, il s'est pasdaranisé en se délibanisant. Je n'ai aucune objection à cette analyse, parce que je crois même que certains politiques du Hezbollah ont été eux-mêmes surpris. Je veux dire, c'était une décision iranienne, tout simplement. Les gardiens de révolution étaient présents, et il est clair que c'est une décision iranienne, que certains membres du Hezbollah plus intégrés dans le système politique libanais, ça les met dans des situations absolument infernales, et tout à fait d'accord. La question nous renvoie au communautarisme libanais, et on n'est jamais sorti de là. Les accords de Taïef avaient prévu un désarmement de tout le monde. De tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est tout le monde. Et en fait, le Hezbollah ne l'a jamais fait. J'ajouterais qu'il y a aussi d'autres milices qui sont présentes, mais ça c'est une autre affaire. Mais c'est vrai, tout à fait vrai, que le Hezbollah a entraîné le Liban dans un désastre à un moment où le Liban commençait non pas à émerger, parce que malheureusement le Liban est toujours sous l'eau, mais en tout cas il y avait quelques éléments avec ce nouveau gouvernement, avec Nawal Salam, le nouveau Premier ministre. Enfin, il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Il y avait beaucoup d'indépendants dans le autant que c'est possible au Liban. Évidemment, dans le gouvernement, tout le monde est représenté, dont le Hezbollah, incontestablement. Sauf que, ce que je voulais dire, donc ça, je suis pleinement d'accord avec ça, sauf que cette guerre a été déclenchée bien en amont par Israël et par les États-Unis. C'est-à-dire qu'on est dans une cible de ricochet, quoi. Alors après, les Iraniens, alors je ne cherche pas à excuser quoi que ce soit. Pour moi, tous ces acteurs sont extrêmement dangereux. La preuve, c'est qu'ils nous entraînent tous dans une guerre dont on ne voit vraiment pas comment on peut sortir. Donc il est clair que le conflit, enfin, si on va même plus loin, le conflit aujourd'hui est lié quelque part à la question palestinienne, parce que c'est en fait la question palestinienne qui est la matrice de tout ça. Bref, on n'a pas le temps de voir tout ça. Donc je pense vraiment que la responsabilité de Hezbollah est entière, mais la responsabilité première de cette guerre qui a lancé les opérations, c'est les Israéliens et les Américains. Il y a même eu cette formule extraordinairement fausse, qui était une frappe préventive, ce qui ne veut rien dire du tout, ce qui veut dire qu'ils étaient les plus forts, qu'ils ont senti qu'ils pouvaient attaquer l'Iran. Et je pense, une fois encore, que les Iraniens vont subir encore des attaques considérables. Peut-être que les Américains s'arrêteront, mais je pense que les Israéliens, à l'inverse, vont faire pression pour que ça continue, quoi. Chers messieurs, 17h58, passé de 17 secondes, c'est bientôt l'heure de nous quitter. C'est peut-être l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite, Adel Bakawan. Le mot de la suite, par exemple. La suite, pour moi, c'est comme j'ai dit,
au Moyen-Orient, désormais, on est entré dans la phase de l'impasse. Et quand on est dans une impasse, on n'a pas d'issue. Enfin, on est face à un échec total. On est face à un... Il continue la guerre. Vous savez, cette guerre, ça Donc, coûte... mais à vous entendre, là, pendant une heure, cette guerre ne s'arrêtera jamais. Il n'y a aucune raison Bah, pour qu'elle cette s'arrête. guerre en déjà réalité. économique, vous savez, chaque jour égale $1 milliard. C'est le chiffre officiel. Un jour, Alors, on n'est un pas tout à milliard. fait sûr. Il y a ce sujet un peu. Bon, là, à la louche. Non, mais vraiment, si c'est pas plus, c'est pas moins. Hein. C'est $1 milliard qui coûte uniquement aux États-Unis d'Amérique, pas à Israël. Et donc, déjà, économiquement, c'est terrible. Et Ça coûte ensuite, cher. politiquement, il n'y a pas un objectif clairement identifié. Donald Trump, il change d'avis tous les jours. J'étais sur une chaîne, j'avais reçu une alerte de la part Axios en citant Donald Trump, et qui il avait donné une interview 5 minutes pour dire « Je suis capable d'arrêter cette guerre au bout de 3 jours Mais il a dit le contraire aussitôt après. ». Exactement. Le mot de la fin, professeur. Non, je crois que le mot de la fin, c'est que je reviens à ma formule du début, c'est-à-dire qu'on ne règle jamais rien par le militaire. Et si la diplomatie ne reprend pas ses droits très vite, eh bien, effectivement, c'est pas simplement l'impasse, mais c'est une tragédie de plus pour le Moyen-Orient qui n'a vraiment pas besoin de tout ça. 17, vous auriez dû faire de la radio, Jean-Paul Chenelot, il est quasiment 18h. Allez, 17h59, 53 secondes. Merci Adel Bakawan, merci Jean-Paul Chenelot. Merci d'avoir répondu aux quelques questions du chat. Merci de nous avoir fait l'amitié de vos lumières. Dans le chat, vous restez avec nous. On fait une courte pause pour accueillir nos 2 prochains invités. On va parler Big Pharma, industrie pharmaceutique, prix du médicament, lobby, générique, pénurie, princeps, brevet, remboursement. Le talk revient dans un instant. À tout de suite. 18h07, passé de 2 secondes, merci d'avoir patienté, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, on est ensemble jusqu'à 19h pendant donc à peu près une bonne heure, on va parler médicaments, Big Pharma, industrie pharmaceutique, princeps, potions magiques, forme galénique, on va parler cacheton, gros sous pénurie, d'abord parce que les médicaments, ça fait partie de nos vies, heureusement ou malheureusement, c'est selon, et puis aussi parce que dans l'actualité récente, l'actualité ça tombe bien, ça permet des raccords, Donald Trump a menacé les Européens de les matraquer de nouveaux droits de douane s'ils n'augmentaient pas le prix de leurs médicaments, justement, Donald Trump qui estime qu'on ne les paye pas assez cher, et on va en parler aussi parce que toujours dans l'actualité, merci l'actu, il y a un mot qui revient, c'est celui de la pénurie d'amoxicilline, la pénurie de paracétamol avec des questions, celle de savoir comment on peut l'éviter peut-être, mais aussi certainement celle du modèle de santé que nous voulons, et littéralement à quel prix nous le voulons. Pendant une heure, on va parler pharmacie, économie, industrie, environnement, certainement aussi un peu de politique. Et on s'est même promis, n'est-ce pas, un petit peu de pédagogie. Bonsoir, il est 18h passé de 7 minutes, on peut dire bonsoir sur France Info. Bonsoir Clémence Marc. Bonsoir Ludovic. Clémence, vous êtes docteur en pharmacie. Vous avez commis Fersan, les pénuries de médicaments qui menacent notre santé. C'est paru chez Actes Sud, vous nous l'avez ramené. Vous êtes chercheuse en résilience sanitaire communautaire à Unisanté Lausanne. Lausanne, je vois bien, chercheuse, oui. Résilience sanitaire communautaire, qu'est-ce que c'est ? En fait, je travaille avec ce qu'on appelle la première ligne de soins, c'est-à-dire les soignants de premier recours. C'est-à-dire les gens que vous allez voir avant l'hôpital. Et pour développer leur résilience, c'est-à-dire leur apprendre à continuer de fonctionner en cas de crise ou en mode dégradé, comme on dit, donc dans des conditions un peu compliquées, parce qu'il y a une coupure de courant, parce qu'il y a une catastrophe ou autre. C'était très clair et ça Voilà, un peu plus de qu'un 6 mot, mots, effectivement. C'était parfait. À vos côtés, Louis-Samuel Pilser. Bonsoir, Louis-Samuel. Bonjour Ludovic. Vous êtes enseignant à Sciences Po à l'École Polytechnique. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes expert associé à l'Observatoire de l'économie de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez commis Souveraineté économique, analyse et stratégie. C'est paru chez Economica et c'était en 2023. Clémence, vous avez écrit ce livre, Les pénuries de médicaments qui menacent notre santé. Et pourquoi vous l'avez écrit ? Alors, Vous avez 1 heure. Ah, j'ai 1 heure, oh, génial. Non, alors à l'origine, c'était pendant la crise du Covid. Il y a une chose qui m'a frappée, c'est en fait le manque de connaissance du médicament dans la population générale. Et en fait, cette ignorance du sujet, ça permet vraiment à la désinformation de prendre beaucoup de place. Et c'est pas la faute des gens, hein, c'est juste qu'en fait c'est un sujet qui est complètement absent de nos programmes scolaires. Donc ça c'est la première chose et je me suis dit il y a vraiment besoin de faire de la pédagogie et de passer des messages sur le médicament. Donc au tout début, mon projet, c'était un peu un médicament pour les nuls. C'était l'idée que j'avais. Et en rencontrant Actes Sud, en discutant avec mon éditrice, petit à petit, le sujet a dérapé, on va dire. On est parti sur un sujet d'actualité qui sont les pénuries de médicaments. Mais la genèse du projet, elle se retrouve parce qu'en fait, vous avez 2 livres dans le livre. Donc finalement, ce livre sur les pénuries, donc, qui retrace toutes les raisons et les causes qui permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des pénuries. C'est un petit peu mon cheval de Troie. Et j'en ai profité dans ce livre, au travers de plein d'encadrés, pour passer
plein de petites informations utiles de culture générale sur le médicament. Donc j'ai un peu réussi à caser le médicament pour les nuls entre les pages de l'histoire de la pénurie. Alors avant de parler des marges du prix, il faut peut-être rappeler une chose, un médicament c'est pas juste une molécule dans une boîte, hein. Il faut un principe actif, des excipients, une forme galénique, une usine, des contrôles, une logistique, des grossistes, une pharmacie, parfois une chaîne du froid. La pénurie, elle peut commencer donc bien avant le comptoir, c'est pour vous, Lucien. Elle peut commencer bien avant le comptoir. En effet, la plupart des pénuries, Ce sera pour vous aussi après. les pénuries, elles proviennent de différentes causes. Il y a des causes industrielles, des causes qui peuvent être liées à la chaîne logistique ou à de fortes augmentations de la demande. Par exemple, l'année il y a 2 ans, on a eu des pénuries d'amoxicilline et de paracétamol. Elles étaient principalement liées au fait que pendant le Covid... Le paracétamol, c'est le Doliprane que les gens connaissent, en gros. Hein, c'est ça, mais pas que. Mais pas que, effectivement. On devrait en citer un autre, d'ailleurs. Et le Feralgan, parfait. Merci. C'est ça. Voilà. Et l'amoxicilline, c'est l'antibiotique qu'on utilise le plus, pour faire très simple. De première ligne. C'est ça. Et en fait, cette année-là, on a eu des pénuries parce que pendant le Covid, les gens avaient été confinés, étaient moins tombés malades, de maladies comme la grippe. Et donc en fait, la consommation d'antibiotiques, la consommation de Doliprane ou d'autres gammes, d'autres marques de paracétamol avait fortement diminué. Et donc, 2 ans après, les défenses immunitaires s'étaient permises. On a eu une vague beaucoup plus de personnes qui ont attrapé ces maladies, et donc la production a eu du mal à suivre. Donc typiquement, pour vous illustrer la diversité des causes qui peuvent expliquer les pénuries qu'on rencontre. Mais ces pénuries, elles ont fortement augmenté ces dernières années. En fait, entre 2008 et 2018, on a une multiplication par 20 des pénuries. Donc déjà, avant le Covid, on constatait, il y avait plusieurs rapports sur la recrudescence des pénuries de médicaments. Et depuis le Covid, elles ont littéralement explosé. D'ailleurs, c'est couvert par le livre de Clémence, mais elles ont fortement augmenté depuis le Covid, avec chaque année des pénuries assez graves. Et en 2023, par exemple, un Français sur 3 avait été confronté à une pénurie de médicaments, que ce soit à l'hôpital ou en officine, une rupture qui ne lui a pas permis d'acheter un médicament dont il avait besoin. Parfois, ces pénuries peuvent être réglées parce qu'on trouve le médicament dans l'officine d'à côté, mais parfois ça peut avoir des conséquences assez graves, y compris sanitaires pour les patients, avec notamment à l'hôpital des pénuries qui peuvent porter sur des anesthésiants, des anticancéreux, et qui peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes sur la santé des gens. On peut mettre les mains dans le cambouis du lexique. Quand on parle de pénurie, on parle de quoi ? Alors pénurie, c'est un terme très grand public en fait, qu'on utilise parce que tout le monde le comprend. Donc c'est globalement qu'on ne devrait pas utiliser donc. Bon, si, parce que tout le monde le comprend, c'est assez intuitif, et ça en fait, c'est quand l'offre permet pas de répondre à la demande, tout simplement. Donc ça peut être à la fois une rupture totale, c'est-à-dire l'absence totale du produit, mais ça peut être une absence partielle aussi. Dans les 2 cas, ça permet pas de répondre à la demande ou à l'ensemble de la demande. Le seul terme qui est juridiquement défini dans le Code de la santé publique, c'est la notion de rupture d'approvisionnement. Donc c'est l'incapacité du pharmacien d'officine à délivrer un médicament à un patient dans les 72 heures. Voilà, c'est ce qui est dans le Code de la santé publique. Donc voilà, c'est ce qui est une rupture vraie. Dans le chat, Lester dit « J'espère que vous évoquerez les traitements qui sont vendus dans les pays voisins du fait de la différence de prix avec la France. » Je ne sais pas si vous voyez de quoi Lester parle. Elias dit « C'est pas parce qu'on préfère les vendre à l'étranger où les marges sont plus importantes. » C'est vrai ça ou pas ? Alors, oui, il se trouve qu'en fait, la France a des prix de médicaments légèrement ou très inférieurs parfois à des pays voisins, ce qui peut poser des problèmes de ce qu'on appelle l'export parallèle. C'est-à-dire que ça devient une opportunité pour les grossistes répartiteurs effectivement... C'est quoi un grossiste répartiteur ? Alors, c'est un acteur de la chaîne de distribution du médicament qui va se trouver entre le producteur, le laboratoire, et le site où va être délivré le médicament, que ce soit la pharmacie de ville ou l'hôpital. Voilà, exactement. Donc, c'est celui qui a un rôle public, d'ailleurs des obligations de service public, et c'est celui qui va livrer les pharmacies 2 fois par jour. Et donc, lui, il a un stock énorme, il est propriétaire de son stock, et donc, il a intérêt parfois à acheter des médicaments en France, quand il est frontalier notamment, pour les revendre dans un autre pays où le prix est beaucoup plus important. Donc il y a des mesures qui ont été prises pour ça. Notamment, il y a des négociations qui se font avec le Comité économique de santé, donc qui est celui qui fixe les prix des médicaments en France. Donc il y a un prix facial qui est en général un peu plus élevé, et puis il y a une négociation de remise derrière, mais les prix restent quand même assez inférieurs. Et il faut savoir aussi que ça, c'est quand même cadré, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a tension ou pénurie sur un médicament, bien sûr, les exports parallèles ne sont plus possibles. Oui, Samuel ?
Alors sur la question qui concerne les comportements des pharma qui peuvent vendre dans les marchés sur lesquels les prix sont les plus chers, je pense qu'il faut d'abord rappeler que les prix ne sont pas systématiquement plus bas en France que dans d'autres pays. En fait, quand on regarde médicament par médicament, il y a plein de pays sur lesquels, de médicaments sur lesquels on est plutôt plus cher en fait que nos voisins européens. Par exemple, l'Espagne optimise énormément les prix de ses médicaments les plus anciens. Enfin, si vous regardez le paracétamol, par exemple, on est plutôt assez cher par rapport à d'autres pays européens comparables comme l'Espagne ou le Royaume-Uni dont le paracétamol a un prix qui est beaucoup plus bas qu'en France. Mais notamment parce que le paracétamol qui est vendu dans ces pays-là, il est fabriqué en Inde, donc une optimisation des coûts également, et qu'on a fait le choix en France de garder une production nationale, et ça se justifie. C'est pas une critique du tout, mais donc cette situation elle est assez nuancée sur les médicaments les plus vieux, donc ce qu'on appelle les médicaments matures, qui sont les médicaments sur lesquels il n'y a plus de brevets. On a une forte baisse des prix depuis globalement 20 ans, sous l'effet d'une optimisation des budgets de sécurité sociale. On a globalement, Clémence me corrigera si le chiffre n'est pas correct, mais je crois qu'on a divisé par 2 les prix depuis 2000. Les négociations chaque année pour réduire le budget de la sécurité sociale conduisent sur ces médicaments à avoir des prix qui sont extrêmement contraignants, et sur lesquels les entreprises pharmaceutiques sont vraiment incitées à optimiser leurs marges en produisant là où c'est le moins cher. Donc le premier facteur, au-delà du fait que effectivement quand on est une multinationale, on vend là où ça fait le plus de sens, mais le premier facteur, c'est qu'on a délocalisé la production de tous ces médicaments dans des pays lointains comme l'Inde et la Chine. Aujourd'hui, c'est à peu près 2/3 de la production des principes actifs, donc la substance chimique qui est utilisée dans ces médicaments matures, qui est fabriqué en Inde et en Chine, alors qu'il y a 20 ans, c'était 2/3 en Europe. Donc en fait, on a inversé la structure. Avant, on produisait très fortement localement, et sous l'effet à la fois des baisses de prix et puis de la tendance des groupes à optimiser leur structure de coûts, etc., on a fortement délocalisé la production, ce qui fragilise énormément aussi les chaînes de valeur. Donc il y a beaucoup de pénuries qui viennent du fait que ces médicaments sont fabriqués en Inde et effectivement commercialisés par des groupes qui peuvent optimiser leur décision de vente, et parfois au détriment de la France. Clémence, pardon. Ouais, en fait, les pénuries, même si en théorie ça peut toucher n'importe quel médicament, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a quand même certains qui sont particulièrement ciblés. Plus de 98% des pénuries, ça touche des produits matures. Ce que disait Louis Samuel, c'est-à-dire des produits qui sont commercialisés depuis plus de 10 ans, donc dont le brevet est tombé, donc des médicaments qui sont génériqués. Et dans 80% des cas, ce sont des médicaments qui ont un prix en sortie d'usine inférieur à 5 €. Donc ça touche pas n'importe qui, ça touche surtout des médicaments qui sont vieux. Alors vieux ne veut pas dire inutile, hein. Au contraire, dans la médecine, c'est plutôt des médicaments qu'on connaît bien, sur lesquels on a beaucoup de recul, et qui sont souvent comme l'amoxicilline des premières lignes de traitement. Donc c'est absolument pas péjoratif, au contraire. C'est la plupart des médicaments qui sont qualifiés d'essentiels aujourd'hui. Donc, ce sont ces médicaments qui sont les plus touchés, pour toutes les raisons que vient d'évoquer Louis Samuel, parce que depuis 20 ans qu'on a un système qui baisse les prix régulièrement, on commence à avoir des prix qui sont particulièrement bas. Et sur la question de la délocalisation, je voulais rajouter une petite notion, parce qu'on a cette impression que la délocalisation, c'est genre on a déplacé l'usine en Chine. Alors, ça a été un peu le cas, c'est pas faux. Mais en fait, on a surtout délocalisé nos achats. C'est-à-dire qu'un produit original Princeps fabriqué par un laboratoire français, par exemple, le jour où le brevet tombe, c'est pas qu'en fait, ils arrêtent de produire le médicament, qu'ils le délaissent, ni quoi que ce soit. C'est nous qui préférons acheter des génériques. C'est le pharmacien qui substitue l'ordonnance. Vous avez tous vécu ça. L'ordonnance du Princeps, on vous donne le générique à la place. C'est nous qui avons choisi de remplacer ce produit. Donc, on a arrêté de le racheter dans une grande majorité des cas, pour préférer du coup les génériques qui viennent d'ailleurs et qui sont beaucoup moins chers. Donc il y a ces deux phénomènes, et le cas particulier de la chimie fine. Donc c'est pas tout à fait, parce qu'on fabrique encore quand même beaucoup de médicaments en Europe. Mais alors quand je parle de fabriquer, c'est vraiment le cœur de métier de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire on part des ingrédients, on fait notre petite cuisine, et ce qu'il en sort, un médicament, donc un comprimé, une gélule, une seringue, ce que vous voulez. Ça, c'est le cœur de métier de l'industrie pharmaceutique.
Mais l'ingrédient qui nous intéresse le plus, c'est le principe actif. C'est celui qui a les propriétés pharmacologiques, celui qui a l'effet qu'on recherche. Et donc cet ingrédient clé, lui, c'est un autre métier, c'est la chimie fine. Et effectivement, ça a été une énorme montée en puissance de l'Asie. Et qu'est-ce qu'a fait l'Asie? En fait, alors au-delà du fait qu'elle ne produit pas du tout dans les mêmes conditions environnementales et sociales, On va y revenir après. c'est qu'en plus, elle a attiré énormément de marchés, c'est-à-dire qu'elle a réussi à concentrer de tels volumes qu'elle propose aujourd'hui des prix qui sont imbattables, finalement. C'est toute la difficulté de la relocalisation, c'est qu'on se retrouve avec une concurrence d'usines qui ont réussi à concentrer un tel volume qu'on ne peut plus proposer les mêmes prix. Samuel, c'était votre sujet, cette asymétrie? Oui, complètement. Les usines indiennes et chinoises, en effet, il y a un effet concentration. C'est des giga-usines. Et par ailleurs, c'est organisé par cluster, notamment dans une région qui s'appelle le Hyderabad, où une grande partie de l'industrie pharmaceutique, de la fabrication de la chimie pharmaceutique indienne est localisée. Donc, ils ont des effets à la fois d'échelle, parce que c'est des usines de taille très importante et qui sont sans commune mesure avec nos acteurs et qui peuvent vendre partout dans le monde à des prix cassés. Et par ailleurs, une forme de concurrence déloyale sur le plan environnemental et social. J'ai occupé des fonctions sur ce sujet par le passé. Ce que j'ai constaté, c'est que quand on regarde l'écart de coût entre la production indienne et française, en fait, cet écart, il n'est pas vraiment justifié par un écart de coûts salariaux. C'est pas vraiment le fait que les Indiens soient moins bien payés, ni le fait qu'on ait un droit du travail trop contraignant, etc., comme on peut l'entendre dans certains argumentaires. En fait, le facteur principal, c'est que les normes qu'on impose aux usines indiennes, ces normes, elles ne sont pas du tout au même niveau que celles qu'on impose aux mêmes usines quand elles sont sur le sol européen ou français, notamment sur l'aspect environnemental. En fait, quand on fabrique un médicament en France, c'est des processus chimiques assez lourds. Donc, c'est de la chimie fine, comme l'a dit Clémence. On prend des ingrédients et on fabrique du paracétamol, l'amoxicilline, un autre composé. Et en fait, tout d'abord, ça consomme énormément d'énergie. Et notre énergie en Europe, elle n'est pas compétitive. On est sur le coût de l'électricité, par exemple, pour l'industrie, 2 à 3 fois plus cher qu'en Chine ou aux États-Unis. En Inde, j'imagine que c'est à peu près pareil. Le coût de l'énergie est un facteur de compétitivité assez important et s'explique aussi par le mix énergétique. On a fait le choix d'avoir des économies assez décarbonées. Les États-Unis, avec le drill, ont une énergie beaucoup moins chère. Et la Chine, c'est le charbon. Donc, il y a des choix aussi de politique énergétique qui expliquent cet écart. Et par ailleurs, en fait, ensuite, une fois que vous avez fait la réaction chimique, vous devez, en France, incinérer l'eau et les composants qu'on a dans la cuve. Et donc, cette incinération, ça coûte très cher. Vous avez des stations d'épuration également en sortie des usines qui coûtent extrêmement cher. Quand on regarde le modèle économique des usines françaises, c'est une grosse partie de leur coût. Et donc, ce qu'on avait constaté à l'époque, c'est que l'écart de coût entre une usine française et la même usine en Inde, le plus souvent, la moitié est expliquée par des asymétries de normes environnementales et sociales. Sociales, c'est notamment les normes pour protéger les travailleurs quand on a des substances dangereuses ou des explosions. Ces normes ne sont pas du tout les mêmes non plus en Inde et en Chine. Et donc, en fait, l'asymétrie entre ces normes, elle explique une partie de notre problème de compétitivité sur la chimie pharmaceutique. Et si on souhaite reconstruire une industrie dynamique sur la chimie pharmaceutique et plus largement, je pense, sur la chimie et sur un certain nombre de chaînes de valeur sur lesquelles les problématiques sont plutôt similaires. Il faut absolument qu'on arrive à imposer aux produits qu'on importe en Europe des normes similaires à celles qu'on impose à nos producteurs. C'est pas normal qu'on puisse vendre un médicament fabriqué dans des conditions inacceptables sur le plan environnemental, avec des conséquences sur les populations locales, des conséquences également sanitaires et sur l'environnement en Inde, et qu'on puisse pas produire dans les mêmes conditions chez nous. Il y a une asymétrie qui, comme sur l'agriculture, où on accepte des produits avec des pesticides dangereux quand ils sont fabriqués au Brésil, mais quand un agriculteur souhaite fabriquer ce produit dans les mêmes conditions sur le sol français ou européen, par contre, c'est interdit. Il y a une incohérence, une forme de concurrence déloyale qu'il faut régler si on souhaite arriver à reconstruire une filière un peu compétitive. Clémence Marquet. Que rajouter?
t'as un peu tout dit là. C'est vraiment une problématique de concurrence déloyale, effectivement. Ce qui est important à garder en tête, c'est que si la notion de relocalisation, on ne pourra pas juste prendre le process tel qu'il existe en Inde ou en Chine et le ramener chez nous. On devra passer par une phase de R&D, qui est une phase qui prend du temps, qui coûte de l'argent aussi, pour pouvoir adapter justement ces process à la réglementation, notamment environnementale locale. Et donc, en fait, tout ça a un coût. Donc, ce que montrent les études, c'est 40% à peu près de prix supplémentaire pour un principe actif qui est fabriqué chez nous versus en Asie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Donc, on le disait tout à l'heure aussi, aujourd'hui, les médicaments les plus importants, les plus essentiels, sont ceux qui sont les plus à risque de pénurie parce que ce sont ceux qui ont les prix les plus bas. Et donc, c'est ceux qui, quelque part, peuvent le moins se permettre, en fait, ces variations de prix. Quand vous produisez un médicament innovant à 100 000 $ la dose, etc., le prix du principe actif, il peut doubler. Ça ne va pas changer grand-chose à votre marge. En revanche, quand vous êtes sur un produit comme, je sais pas, une boîte de paracétamol, par exemple, qui est à 76 centimes en sortie d'usine, si le prix du paracétamol double, ça va quand même changer un petit peu la donne. Ça va changer votre marge. Donc on se retrouve encore une fois avec les produits les plus importants qui sont finalement les plus fragilisés. Et on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, le modèle économique du médicament. Chaque année, vous avez une enveloppe fermée, en fait, avec une petite évolution qui est votée par nos parlementaires. C'est l'enveloppe pour le médicament. Et en fait, dans cette enveloppe, on doit pouvoir prendre en charge les nouveautés, toutes les innovations qui vont arriver dans l'année. Donc, comment est-ce qu'il s'en sort, le comité économique de santé, des produits de santé? En fait, il intègre ces innovations, il se dit, bon, voilà, ça va dépasser de temps. Et comment est-ce qu'il récupère le différentiel? En baissant les prix des vieux médicaments. Donc, concrètement, aujourd'hui, on a un modèle économique qui finance l'innovation en fragilisant les médicaments essentiels. C'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation où on a des toutes dernières immunothérapies de dernière ligne, etc. Bon, tant mieux qui sauvent des gens, mais un tout petit nombre de personnes qui sont, entre guillemets, plus sécurisées, dont l'approvisionnement est mieux sécurisé que les médicaments essentiels qui soignent le plus grand monde. Donc, je pense qu'on est arrivé complètement dans une impasse. Mais à budget contraint et toutes choses égales par ailleurs, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre modèle? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre modèle? Alors, c'est ce que je propose dans mon livre. J'essaie de faire court parce que... Ah ben on a encore une bonne demi-heure. Je pense que c'est vraiment un choix sociétal. Vous l'avez évoqué au tout début. C'est quoi qu'on veut, en fait, comme système de santé. Et pour quel prix? Et voilà, et à quel prix? Alors, la réponse facile, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on devrait mettre le paquet sur la santé. Voilà, c'est que si on devait choisir une dimension sociétale sur laquelle, C'est un sens économique, par ailleurs. entre guillemets, on ne compte pas, j'aimerais que ce soit la santé et que justement, on puisse tout se permettre. Bon, c'est pas trop l'ambiance voilà, actuellement. C'est pas forcément possible non plus. Donc là, je vous parle d'un idéal. J'aimerais que ce soit la composante vraiment la plus essentielle. Si c'est pas le cas, on va se retrouver à devoir choisir. Est-ce qu'on veut renoncer à la toute dernière innovation qui va sortir, qui va permettre de sauver les 10 patients qu'on n'arrivait plus à sauver d'un certain type de cancer? Alors, quand c'est votre enfant ou un proche, voilà, c'est pas forcément un choix qui est facile, ce que je suis en train de dire. Mais on va se retrouver à se dire qu'est-ce qu'on choisit de sécuriser? Est-ce qu'on renonce ou non à cette innovation? Ou est-ce qu'on choisit, au contraire, de réinvestir dans le renforcement, en fait, dans la robustesse de ces chaînes qu'on a fragilisées historiquement. Donc, réinvestir pour... Alors, on a évoqué la relocalisation, ça c'est quelque chose qui est assez évident, rapprocher, mais aussi en recréant des redondances, en retrouvant de la marge de manœuvre, parce que pendant ces 20 ans, comment est-ce qu'ils ont fait pour baisser les prix au fur et à mesure? C'est simple, quand il y avait 3 fournisseurs, on n'en prend plus qu'un, hop, on groupe les volumes, on a un petit rabais. Donc ça, c'est valable pour le principe actif, c'est valable pour des articles de conditionnement, etc. Il y avait 2 sites, hop, on n'en prend plus qu'un. Donc là, on concentre. Donc du coup, on concentre le risque, parce que si c'est celui-là qui se prend une tempête, hop, vous avez plus de backup en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? On charge au maximum. Donc vous aviez potentiellement des lignes de production dont le planning était plein à 70-80%. Ça vous permettait d'avoir de la marge parce que hop, il y a une petite épidémie, il y a une augmentation de la demande. On est capable de se dire on produit un lot de plus et tout ça. Quand pour parfois survivre, c'est souvent ça chez les façonniers, vous êtes obligé de remplir le planning au maximum.
vous n'avez plus de marge de manœuvre. Vous avez un client qui vous dit, j'ai une augmentation de la demande sur telle molécule, est-ce que tu peux me faire... C'est mort, il a le planning qui est complet depuis 6 mois, il ne va pas décaler d'autres clients. Donc c'est vraiment ce principe de dire, on n'a plus de tampon, en fait, parce que tout ça, ça a un coût. Ça a permis de gagner sur les prix, et ça veut dire que c'est là-dessus qu'il va falloir réinvestir, du coup, en demandant aux acteurs, ce qui est déjà le cas, d'avoir plusieurs fournisseurs, d'essayer de dupliquer les sites et puis d'essayer de conserver un petit peu de capacité de production. Donc moi, je serais d'avis qu'il vaut mieux qu'on investisse là-dedans et qu'on sécurise les médicaments les plus importants. Et après, s'il nous reste de l'argent et qu'on peut se payer les nouvelles innovations, tant mieux. Voilà. Oui, Samuel, je vous vois acquiescer largement. Oui, je suis assez d'accord. Ensuite, je pense qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de solution simple. Enfin, c'est des dynamiques qui sont extrêmement... enfin, voilà, le fait que les prix des médicaments les plus innovants explosent partout dans le monde, c'est un problème assez compliqué à gérer et auquel sont soumis nos systèmes de santé, mais pas que les nôtres. En fait, tous les pays européens sont dans la même situation. Donc, il y a, je pense, deux menaces. La première, c'est l'effet budgétaire de toutes ces thérapies qui coûtent 1 million d'euros la dose, enfin, toutes ces thérapies innovantes qui sont extrêmement chères et que vis-à-vis des impacts qu'elles peuvent avoir pour sauver un nombre restreint de patients, mais qui hier n'avaient pas de solution, qu'on est obligé de payer. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse malheureusement choisir et assumer de ne plus payer le dernier traitement pour la leucémie. Je pense que ça reste quand même dans la mesure où ça sauve des vies. Je pense que c'est effectif. Il y a toujours un sujet parce qu'on paye des millions d'euros la vie sauvée, mais c'est quand même, je pense, un choix que collectivement, il faut qu'on puisse assumer de faire. Il y a une deuxième menace qui, pour le coup, celle-ci est gérable, à mon avis. C'est la menace américaine, puisque vous avez vu que Donald Trump souhaite qu'on paye plus cher nos médicaments pour que les pharma reposent moins sur le marché américain. En fait, depuis des années, le modèle de la Big Pharma, c'est de vendre ces traitements à un prix 2 à 3 fois plus élevé sur le marché américain. Parce que les Américains négocient moins. En fait, ils ont un marché de la santé qui est extrêmement... Enfin, voilà, c'est un modèle très libéral et donc vous avez différentes assurances. Et les Big Pharma, quand elles négocient avec les États-Unis, en fait, elles ont 10 interlocuteurs. Donc Les Big Pharma, c'est les plus gros labos. Les plus gros labos, tous les labos en fait, même les petits labos qui ont un traitement innovant, quand ils veulent vendre leur traitement pour tel type de cancer sur le marché américain, ils ont des interlocuteurs, donc ils peuvent aller les voir et leur dire écoutez, si vous ne payez pas 1,2 million, sachez que votre concurrent, lui, accepte. Donc en fait, vous avez cette dynamique un peu concurrentielle qui fait qu'elles arrivent à négocier des prix extrêmement élevés aux États-Unis, alors qu'en France, quand vous allez voir le payeur français, en fait, il y en a un. Donc si vous refusez son prix, vous n'êtes pas sur le marché français. En fait, le fait d'avoir un système socialisé, c'est extrêmement efficace et on le mesure assez mal, mais c'est grâce à ça qu'on a une santé qui est globalement assez compétitive. On ne paye pas très cher pour avoir un système de santé d'une qualité extrêmement importante par rapport aux États-Unis, qui paye extrêmement cher et qui ont un système de santé assez médiocre. Et donc, Donald Trump, face à cette situation, souhaite qu'on mette fin au problème en payant plus cher, au même prix que lui, les médicaments. Donc, en gros, il estime qu'il pourra baisser le prix des médicaments vendus aux États-Unis si on paye un peu plus cher. C'est un jeu de vase communicant, évidemment, mais donc la question, c'est est-ce que la France et les pays européens vont accepter de payer une partie du prix que les Américains ne payeront plus demain suite à ces négociations avec Trump. Moi, je pense que ça, on peut arriver à l'éviter si on négocie collectivement. En fait, vous avez ces deux effets inflationnistes qui font que... Collectivement, au niveau de l'Europe, certainement. De la France et de l'Europe. Mais je pense qu'en effet, il faut travailler au niveau européen face à une menace pareille. Et si la France dit non et l'Allemagne et l'Italie disent oui, forcément, vous êtes en difficulté. Donc là-dessus, je pense qu'il faut qu'on négocie de manière groupée et ça s'articule évidemment avec les droits de douane et les autres discussions qu'on peut avoir avec Trump. En fait, vous avez ces deux menaces qui sont de nature à faire exploser les budgets de la Sécu français et européens. Et derrière, vous avez les traitements matures sur lesquels l'enjeu, c'est de rapatrier. Moi, je suis un peu plus alarmiste que toi. En fait, je pense que si on ne le fait pas, ça va avoir des conséquences sanitaires énormes à horizon 5 à 10 ans. Parce qu'en fait, ce qu'on mesure mal, c'est que quand on parle de dépendance indienne chinoise, c'est des pays sur lesquels aujourd'hui, on peut avoir des relations commerciales assez stables. Mais en fait, c'est pas du tout éternel. Et quand vous voyez ce que fait Donald Trump de l'autre côté de l'Atlantique, les barrières douanières qu'il met sur la Chine, c'est pas anodin. En fait, il est en train de découpler l'économie américaine de l'économie chinoise pour être capable d'imposer un embargo si l'invasion de Taïwan génère un conflit mondial.
En fait, si ce conflit mondial si ça se produit, Ça devient. le jour où et la plupart des experts estiment que Taïwan, c'est une question d'années, le jour où on a un conflit mondial, on va être obligé d'interrompre nos relations commerciales avec la Chine et peut-être avec certains de ses partenaires. Donc en fait, si on ne rapatrie pas les médicaments sur lesquels on est dépendant d'importations chinoises, demain, on a une crise majeure avec des impacts sanitaires qu'on n'imagine pas du tout. Donc je pense que c'est par ailleurs pas très cher et c'est un montant qu'il faut qu'on paye. Si on n'est pas capable de revaloriser un tout petit peu les médicaments fabriqués en France pour permettre une rapatriation de la production de ces médicaments et éviter des dégâts colossaux le jour où on interrompt les relations avec la Chine, on sera en grande difficulté. On pourrait le faire rapidement. C'est une question de volonté politique, je pense qu'on peut tout à fait le faire. Et d'ailleurs, il y a des avancées assez significatives au PLFSS, au projet de loi de financement de la sécurité sociale. On assume de faire peser un peu moins sur les médicaments fabriqués en France l'ensemble de la fiscalité associée au secteur, ce qu'on appelle la clause de sauvegarde sur laquelle Clémence souhaitera peut-être revenir, mais c'est un peu technique. Mais on assume de payer un peu plus cher les médicaments fabriqués en France en pharmacie, avec un prix du médicament qui, aujourd'hui, depuis quelques années, peut prendre en compte la fabrication française. On pourrait demain prendre en compte aussi des critères environnementaux. Enfin voilà, il y a un certain nombre de leviers pour permettre une rapatriation en France et en Europe de la production. Mais en tout cas, c'est possible sur le plan législatif. Ce qui reste, c'est le mettre en œuvre. Et par ailleurs, dans les hôpitaux, on arrive déjà à prendre en compte des critères de sécurité d'approvisionnement dans les appels d'offres. On le fait sur un certain nombre de produits, sur les masques on le fait, sur les gants en nitrile on le fait parce qu'on a vu des pénuries pendant le Covid, et sur un certain nombre de médicaments critiques, il a déjà été annoncé qu'on allait le faire. Donc cette dynamique, elle est possible, mais il faut qu'on mette les moyens financiers dessus. Il y a des questions, alors pour sortir un petit peu du sujet, il y a des questions très, très précises dans le chat. Alors on y répond, on n'y répond pas. Il y a Gentleman qui dit, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pourquoi ne pas faire comme pour le cinéma avec le CNC au niveau français et européen pour relocaliser la production propre ? Pourquoi pas ? Volcan nous dit combien il y a de molécules qui sont devenues obsolètes à cause de la résistance des bactéries. Puis d'ailleurs, est-ce que c'est une réalité, la résistance des bactéries ? Et il y avait une question qui est amusante, de Cristal, salut Cristal, qui nous dit « Je vais faire mon Michel-Édouard Leclerc, qui n'en demandait certainement pas tant, pourquoi le monopole des pharmacies est nécessaire ? Est-ce que c'est pas une hérésie économique ?» C'est une hérésie économique, le monopole des pharmacies ? Alors, juste déjà, je vais rebondir un tout petit peu sur ce que disait Louis Samuel tout à l'heure. Déjà, je suis flattée parce que je pense que c'est la première fois qu'on me trouve optimiste. Merci. Et juste poser quelques chiffres. Les États-Unis, c'est 41% du marché mondial et c'est 80% des profits. Déjà, ça vous donne une bonne idée du poids des États-Unis, ce qui oriente la recherche et tout ça. Et donc, Trump, aujourd'hui, demande à l'Europe d'augmenter ses prix. Il y a pas longtemps, il y a genre 2 mois, il crachait sur les laboratoires, sur Big Pharma, en disant qu'il fallait qu'ils réduisent leurs profits. Voilà, il les a rencontrés entre-temps. Maintenant, il demande à l'Europe. Donc, je ne sais pas ce qu'il demandera dans 1 ou 2 mois. On verra. Mais en tout cas, je pense que clairement, la réponse à sa problématique, c'est de baisser les profits. Et en fait, on a un lobby hyper important des grands laboratoires innovants qui essaient désespérément de préserver leurs profits, alors que les médicaments qui sortent maintenant, on le disait, soignent très peu de patients. Donc, ils ont un enjeu de pousser les prix vers le haut parce qu'ils savent qu'ils en vendront moins. Voilà, donc pour la question américaine. Sur la question du monopole, alors c'est très intéressant parce que ça reprend la question en fait du circuit de distribution du médicament. Vous pouvez peut-être décrire pour ceux qui Voilà. nous joignent, certainement. En France, on a un circuit pharmaceutique qui est hyper bien contrôlé. C'est-à-dire que le médicament, globalement, il sort d'une usine. S'il est fabriqué en France, il sort de l'usine. Éventuellement, il va passer chez ce qu'on appelle un dépositaire. Donc là, c'est c'est un prestataire de stockage et de logistique. Donc, il est payé pour garder vos produits et les distribuer. Il n'est même pas propriétaire du stock. Et ensuite, derrière, soit il peut y avoir des ventes directes, notamment aux hôpitaux qui commandent des gros volumes, par exemple. Ou ensuite, il y a le grossiste répartiteur dont on a parlé tout à l'heure, celui qui est réparti sur l'ensemble du territoire et qui va livrer tous les jours les pharmacies, les hôpitaux, etc., à l'unité, du coup, ou en tout cas en petit volume. Ce circuit, il est complètement fermé, c'est-à-dire qu'à chacune des étapes, vous avez un pharmacien responsable, un pharmacien diplômé qui est responsable en fait de la garantie de ce circuit, c'est-à-dire que à aucune étape, vous ne pouvez avoir une boîte non garantie qui va rentrer dans le circuit. Et c'est une chance qu'on n'évalue pas en France. Quand vous achetez un médicament en pharmacie, vous avez à peu près aucune chance de tomber sur une contrefaçon.
Et sachez que ce n'est pas le cas dans la plupart des pays du monde. On n'a pas du tout cette notion-là. On a une chance inouïe, au contraire, d'avoir un circuit qui est vraiment fermé, avec une sécurité qui a été encore rajoutée depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises, la mise en place de la sérialisation. Donc vous avez peut-être remarqué que les boîtes de médicaments ont changé. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un système d'inviolabilité, donc soit un petit truc collant en plastique ou le carton qu'il faut ouvrir, donc d'inviolabilité de la boîte, et vous avez un data matrix. La sérialisation, c'est quoi? C'est que chaque boîte unique est identifiée tout au long en fait de son trajet. Et au moment où le pharmacien en fait va passer le code quand il va vous transmettre la boîte, ou à l'hôpital ou en ville, c'est le moment où le médicament sort du circuit pharmaceutique, il sort de la responsabilité d'un pharmacien. À ce moment-là, ce numéro unique, il est décommissionné. C'est un numéro unique par boîte. Exactement, voilà. C'est le passeport de la boîte. Ça a été mis en place et généralisé en 2021, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est une sécurité supplémentaire. Donc je pense que... une hérésie économique... alors, je ne vois pas du tout où se pose la question économique, parce que de toute façon, le prix du médicament, il est administré. Les marges des différents acteurs sont administrées aussi. La marge du pharmacien, elle est définie. La marge du produit, le prix du fabricant aussi. Tout ça, c'est contrôlé. Donc, ça ne changerait pas grand-chose. Et au contraire, ça introduirait du risque. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose... On a de la chance d'avoir ça, et c'est quelque chose qu'il faut conserver et protéger. Ouais. Quand on ramène ces médicaments à la pharmacie, qu'est-ce que le pharmacien en fait? J'ai des vieux médicaments dans mon placard. Vaste sujet. Est-ce qu'ils sont recyclés? Est-ce qu'ils Donc, sont donnés à des pays pauvres? Moi, j'ai entendu ça. Super jolie transition, parce que c'est lié à ce que je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous partez avec la boîte de la pharmacie, elle sort du circuit Alors, est-ce pharmaceutique. qu'elle re-rentre dans le circuit? Donc, et non, elle sort ce circuit-là, c'est une garantie notamment de conditions. C'est-à-dire garantie que votre boîte, elle n'a pas passé 3 jours en plein cagnard pendant l'été, par exemple, ou qu'elle n'a pas congelé dans un entrepôt. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous partez avec la boîte, on n'a plus cette garantie. Et même si vous revenez, vous dites à votre pharmacie, non mais j'en ai pris soin et tout ça, je ne l'ai pas gardé dans ma salle de bain, par exemple. Petite référence à un encadré qui a eu beaucoup de succès dans mon livre. Le problème... Parce qu'il ne faut pas garder ces médicaments dans la salle de bain. Ouais, vous verrez dans le livre, parce que je crois que tout le monde les a dans la salle de bain, c'est terrible. J'ai découvert ça en écrivant le livre, donc j'ai rajouté un encadré au dernier moment parce qu'on m'a dit ça. Donc c'est le pire endroit chez vous pour conserver les médicaments, parce que vous avez des variations de température et des variations d'humidité. Donc c'est tout ce qui abîme un médicament. Et donc, à partir du moment où il est sorti, on ne sait pas ce que vous avez fait de la boîte. On ne sait pas si vous avez laissé les médicaments en plein soleil dans la voiture, si vous les avez gardés dans la salle de bain juste à côté du lavabo, j'en sais rien. Et donc, c'est ça la grosse problématique sur la récupération de ces produits, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Et donc, on ne peut plus garantir qu'ils ont été bien conservés. C'est la raison pour laquelle, quand vous ramenez vos médicaments à votre pharmacien, ce que je vous encourage à faire, surtout les mettez pas à la poubelle... ou surtout, ce que j'ai entendu aussi, pourquoi ne les balancez pas dans les poubelle toilettes. Je ne pensais pas que c'était possible. Il paraît qu'il y a des gens qui les mettent dans les toilettes. Pitié, ne faites pas ça. Ça part direct dans les cours d'eau. Parce que ça pollue énormément. Mais oui. Enfin, les médicaments, c'est des molécules qui ont été choisies parce qu'elles ont ils sont biologiquement actifs. Donc, surtout, ne faites pas ça. J'espère que je n'ai pas donné des idées à quelqu'un, d'ailleurs, en disant ça. Mais donc, ramenez ces médicaments à votre pharmacien, parce qu'ils vont être pris en charge dans un circuit spécifique. Et malheureusement, ils ne sont pas récupérés. Et c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, vous aviez des acteurs comme la Croix de Malte et tout ça, qui récupéraient ces médicaments, notamment à des fins humanitaires, ce qui était, d'un point de vue éthique, un petit peu limite. Alors on se dit, oui, c'est vrai que c'était mieux pire. Ouais, c'était mieux que de les gâcher quelque part, mais en même temps, je veux dire, si on considère que la qualité, elle n'est pas suffisante pour nous, je considère qu'elle n'est pas suffisante pour les autres personnes dans le monde, pour les autres êtres humains. Donc c'est pour ça que ça a été arrêté. Justement parce qu'éthiquement c'était un peu limite, et donc ces médicaments sont pris en compte dans une filière spécifique, qui sont incinérés en fait pour justement éviter de représenter un danger pour l'environnement. Samuel, je vous vois acquiescer. Oui, sur les médicaments, notamment à ne pas laisser dans les toilettes ou dans d'autres... Mais qui fait ça? C'est un problème de santé publique majeur, parce que c'est vrai que typiquement, quand on utilise un antibiotique, il attaque des bactéries. Et en fait, quand on balance un antibiotique dans les toilettes, ou ça finit dans des écosystèmes où les bactéries s'entraînent à combattre nos antibiotiques. Donc en fait, ça contribue à ce qu'on appelle l'antibiorésistance, qui est peut-être la menace de santé publique numéro
numéro 1 pour les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'on a des maladies qui se développent et qui ne seront pas Ça rejoint une question du sensibles chat, ça rejoint la question de Volca, la résistance des bactéries. Est-ce que c'est un vrai sujet ou pas? Est-ce qu'il y a des inquiétudes à Gros venir ou sujet. pas? Oui, nous dit Louis Samuel. C'est un sujet très important et en fait, Ouais. donc il y a un enjeu évidemment comportemental. Il faut qu'on arrive à ramener nos médicaments à la pharmacie quand ils sont utilisés, mais il y a aussi un enjeu de production. Parce qu'en Europe, comme on l'a dit, les médicaments sont, disons qu'il y a des normes environnementales qui permettent d'éviter que des médicaments ou des intrants, enfin des substances chimiques utilisées pour fabriquer ces médicaments se retrouvent dans nos cours d'eau ou dans nos écosystèmes. En revanche, sur la production importée, pas du tout. Donc, typiquement, ça fait partie des menaces, y compris sanitaires, associées au fait qu'on dépend d'importations lointaines dans des pays qui ne respectent pas les normes européennes. Peut-être pour revenir sur la question qui était liée au modèle du cinéma avec le CNC, Oui. son opérateur centralisé. Moi, je pense que de manière générale, parce on a parlé de la nécessité de rapatrier la production de médicaments, mais en fait, ça s'applique à un certain nombre de filières sur lesquelles il y a besoin de dépendre moins des importations indiennes, chinoises, américaines également, sur lesquelles on a besoin de reconstruire une industrie européenne. En fait, je pense que le bon modèle, c'est celui de la planification de l'après-guerre. Quand on a reconstruit le pays, pour le faire, on s'est appuyé sur le plan Monet, le plan de modernisation et d'équipement, qui visait à reconstruire notre industrie. Et pour le faire, on s'était focalisé sur 6 filières qui étaient jugées stratégiques pour reconstruire un outil de production moderne. Donc, notamment, il y avait les machines agricoles, l'acier, 6 secteurs qui avaient été jugés centraux pour reconstruire le pays. Donc, par exemple, sur les machines agricoles, on avait des objectifs extrêmement précis, 250 000 tracteurs. Il y en avait 25 000 avant la guerre. 10 ans après, on a 250 000 tracteurs et donc une productivité agricole qui augmente énormément. Et donc, le fait d'avoir une vision stratégique portée par l'État et des objectifs assez précis sur les produits qu'on souhaite rapatrier, je pense que c'est la bonne méthode si on veut reconstruire, notamment sur le médicament. Ça a été fait. On avait une liste de 150 médicaments à rapatrier parce qu'on était conscient que c'était des médicaments très importants, essentiels, et que par ailleurs, on dépendait énormément d'importations extra-européennes. Et donc, en cas de conflit, en cas de rupture des relations commerciales, comme on l'a vu pendant le Covid, on risquait d'avoir des pénuries avec un impact significatif pour les patients. Donc, ces 150 médicaments, la liste a été publiée et des actions assez concrètes ont été engagées pour les rapatrier sur le sol français et européen, avec une coordination européenne qui s'est mise en place dans le cadre du Critical Medicine Act qui a été proposé récemment. Et donc cette méthode, je pense qu'on peut à la fois la décliner sur le médicament. Ensuite, c'est une question il faut assumer de mettre en face les prix et les mesures associées au marché public qui permettent de relocaliser de manière efficace et durable. Mais c'est un modèle qui peut être répliqué à tous les secteurs sur lesquels on souhaite avoir demain une industrie qui se relocalise sur le sol national et européen. Les batteries, les industries de la transition écologique, également sur certains segments sur lesquels on peut être dépendant vis-à-vis du traitement des matériaux critiques. Enfin, il y a une série de filières sur lesquelles je pense qu'il faut mettre en place une démarche de planification un peu plus offensive aujourd'hui. Question dans le chat, sauf si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Lou Samuel, Clémence. Sur l'antibiorésistance, Oui. j'ai bien envie, Oui. parce que c'est effectivement oui. un très bon sujet, parce que c'est une grosse menace sanitaire. Parce qu'on prend trop d'antibiotiques. Comme tout ouais, alors on prend trop d'antibiotiques. C'est parce que c'est trop prescrit. En fait, on s'automédique. c'est mal utilisé. Je dirais d'une façon générale, c'est une question de quantité, de beaucoup de choses. Et il y a une vraie difficulté, c'est que, et c'est lié encore une fois au modèle économique du médicament, c'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des antibiotiques, ils fonctionnent dans le corps et ils coûtent 3 cacahuètes, vraiment. Ils coûtent très peu cher. Et donc, c'est hyper difficile aujourd'hui de financer de la recherche pour un après. Parce que quand vous sortez un nouveau produit, son prix va être indexé aux bénéfices thérapeutiques et donc, du coup, il va être indexé en général sur les antibiotiques existants. Et autant vous dire que c'est mort. Si vous voulez rentabiliser de la recherche de fonds et pour vous retrouver avec un comparateur qui a 1 euro la Une boîte boîte, d'antibio, c'est 2 euros. c'est mort en fait. Donc c'est un vrai problème, c'est de se dire, le problème c'est qu'on a encore des médicaments qui marchent et qui coûtent quasiment rien, donc on n'arrive pas à investir dans la recherche pour les médicaments qui correspondraient à cette perspective de quand ils ne marcheront plus, quand ils seront plus efficaces. Et oui, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant,
Vas-y, rappelle-moi, c'était quoi ta dernière phrase? Sur le fait de rapatrier une liste de médicaments critiques Ouais, voilà. et d'avoir une démarche de planification de la filière. Ouais, moi j'aimerais qu'on aille plus loin en fait. Je pense qu'il y aurait vraiment besoin d'avoir un pilotage régalien. Alors pour pas forcément un très grand nombre de médicaments, mais que ce soit la puissance publique qui pilote. Alors ça peut Pour être... imposer une sorte de souveraineté. Ouais, moi je milite pour un établissement français du médicament. On a l'établissement français du sang, on a déjà des établissements pharmaceutiques publics, hein, la pharmacie centrale des armées. Et je pense que pour un petit nombre de médicaments vraiment essentiels, donc là aussi, moi je trouve que ça n'a pas été fait, ça encore cette sélection-là, qu'on ait vraiment un pilotage régalien. Et c'est pas forcément monter des usines publiques et tout ça. Je veux dire, on a un tissu industriel fabuleux en France. On l'a vu avec le cas Biogarant, ils n'ont pas d'usine, mais ils fonctionnent par contrat avec vous avez des PME partout autour de chez vous, des petites entreprises qui fabriquent des médicaments. Et donc, ça pourrait être tout à fait avec de la contractualisation, avec des producteurs locaux, mais qu'il y ait un pilotage pour un petit nombre de médicaments. Et pour moi, c'est pas du tout incompatible avec l'échelle européenne, parce qu'il y a aussi cette échelle-là pour un plus grand nombre de médicaments. Au contraire, parce que je me dis, si chaque pays européen pouvait faire ça pour un petit nombre de médicaments ultra importants, ça recrée en fait, au niveau européen, des redondances, ce qui fait que le côté un peu insécurisant de se dire on a une ou deux usines en France qui fabriquent un médicament, c'est aussi une forme de vulnérabilité. Sauf que si les voisins en ont aussi, on va pouvoir se dépanner. Donc je pense que c'est au contraire recréer des redondances qui seraient une vraie robustesse pour ces produits-là. Et oui, moi, sur les médicaments essentiels, je ne suis pas très satisfaite de ce qui a été fait parce que je trouve qu'on n'a pas fait de choix. Une liste de médicaments essentiels qui était de 400 et qui passe à 600. Je me suis dit, c'est bon, on a vraiment abandonné l'idée de choisir. Qu'est-ce qui choisit de décréter essentiel Alors, médicaments c'est essentiels toute une méthode qui a été... En fait, on a demandé aux médecins. Donc, on a eu une démarche qui a été de contacter les différentes sociétés savantes, toutes les spécialités en fait, de médecine. Et donc, on leur a demandé de remplir une grille pour sélectionner en fait, les médicaments qui sont les plus importants pour eux. Donc, il y a une première liste qui est parue, c'était un peu plus de 400, je crois, c'est ça. C'était 450. Et je me suis dit, bon, j'espère que du coup, ils vont réduire et tout ça. Et la seconde parue l'année d'après, c'était un peu plus de 600. Je me suis dit, bon, c'est bon. On a vraiment renoncé à renoncer, pour le coup. Il y a beaucoup de choses qui sont très essentielles. Mais en fait, on ne peut pas avoir une démarche industrielle puissante sur cette base-là. C'est beaucoup trop, en fait. C'est un avis personnel. Moi, je pense que ce qui manque dans notre démarche, c'est de réunir déjà des gens qui ont une vision holistique des patients, des médecins généralistes, des urgentistes, de les réunir, qui ne réfléchissent pas chacun dans leur coin, et d'avoir une démarche inversée, c'est-à-dire leur dire s'il doit y en avoir que 10, c'est lesquels, s'il doit y en avoir 20, 30, un vrai choix en fait, vraiment des plus importants, et de se dire ceux-là, on les sanctifie, quoi. On les passe sous tutelle publique. Et après, on a ce second niveau où c'est de la coopération européenne, où on n'a pas besoin que ce soit forcément chez nous, ça peut être chez le voisin, c'est pas un problème. Mais je trouve que ça, c'est vraiment la démarche qui a manqué, qui est une vraie démarche de choix. Dans le chat, pardonnez-moi, dans le chat, l'Esters, pardon, c'est du rad. Le médicament n'est pas un produit comme les autres. On peut choisir d'acquérir une voiture ou pas, malheureusement. On ne choisit pas de tomber malade. C'est pour cette raison que la souveraineté dans ce domaine est critique, ce qu'on vient de dire. Il y a Sergio Canedo qui nous dit les ordonnances des médecins sont des boîtes qui contiennent X nombre de médicaments. Et puis parfois, on en a besoin de seulement quelques-uns. Est-ce qu'on pourrait pas éviter, comment on pourrait éviter le gaspillage des médicaments? Est-ce qu'on gaspille les médicaments déjà? Et est-ce qu'il faudrait du conditionnement à l'unité ou de la prescription au comprimé, par exemple? Je m'adresse à la pharmacienne. Ouais. Juste pour rebondir sur la première remarque, le médicament n'est pas un produit comme les autres, effectivement. Alors, sans partir trop dans la philosophie, moi je pense que non seulement c'est un produit pas comme les autres, vraiment essentiel, mais pour moi c'est une composante aussi fondamentale de notre société, de la notion de faire société. Parce qu'on fait société pourquoi? Pour prendre soin les uns des autres. Et je peux vous dire que quand il n'y avait pas d'anesthésiant, pas d'antibiotiques et tout, c'était quand même pas pareil, la médecine, et je pense que c'est un moyen parmi d'autres de prendre soin, mais que c'est un moyen essentiel. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment cette notion de comment on fait société sans médicaments essentiels. Je pense que c'est plus du tout la même. Donc, merci pour cette remarque. Je suis tout à fait d'accord. Et sur la question de trop de médicaments, je consacre un chapitre là-dessus dans mon livre. C'est la notion de mésusage en général. Donc, il y a des questions de prescription qui sont inappropriées. Il y a des médicaments qu'on prend alors qu'on n'est pas sûr qu'on va les utiliser. Et du coup, ils vont aller moisir dans la salle de bain, par exemple. Donc, on ne pourra pas les récupérer. Donc, il y a énormément d'améliorations à apporter là-dessus, déjà sur cette notion de juste soin, de sobriété dans la prescription. Et puis, au-delà de ça,
Il n'y a pas que le médicament. Le médicament, c'est le réflexe. C'est tellement facile. Quand on est pressé, quand on est médecin, c'est genre une petite ligne et tout ça. Et puis pour le patient, il prend un comprimé. C'est quand même beaucoup plus simple que de prendre un quart d'heure pour le motiver à faire du sport, par exemple, de lui demander de changer son alimentation. C'est un réflexe qui est devenu un peu trop facile. Et là, il y a beaucoup de choses à faire pour limiter le choix du médicament. Donc là, je parle de tout ce que sont notamment les interventions non médicamenteuses. Il y a une société savante qui s'est créée autour de ça et qui est en train de faire du lobbying pour intégrer les référentiels de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire là où on dit, là, pour une pathologie, le premier choix, c'est ça, 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 ce que suivent les médecins. Donc ça, il y a un gros potentiel de développer des alternatives en fait, aux médicaments, en plus du fait de se dire on a besoin de moins de médicaments. Voilà. Peut-être pour rebondir sur la prescription à l'unité et élargir un peu, mais le médicament, c'est un enjeu écologique majeur. On en parle assez peu. C'est assez peu présent dans le débat public, mais les médicaments, ça reste 5% des émissions de gaz à effet de serre. La fabrication, consommation de médicaments, c'est Toute industrie confondue. Dans le monde. tout Dans le confondu. monde. Et donc, en fait, en France, on ne le voit pas, parce qu'on ne fabrique plus ces produits. Et donc, en fait, pour également élargir, mais l'industrie en France, c'est un enjeu écologique, mais uniquement si on regarde ce que consomment les Français et pas si on regarde ce qu'on produit sur le sol national. Parce que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, elles ont diminué de 20% depuis 1995. Mais si on regarde les émissions associées à la consommation des Français, elles ont augmenté de 20% depuis la même date. Donc en fait, il y a une forme de décorrélation entre, entre les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions sur le sol national et celles qui sont liées à des choses qu'on fait à l'étranger. Et donc sur le médicament, c'est la même chose. En fait, 5% des émissions de gaz à effet de serre, tout confondu, selon les évaluations du Shift. Mais c'est 5% qui sont réalisés 100% quasiment hors de France. 90% d'émissions réalisées à l'étranger. Donc c'est majeur, mais c'est réalisé hors de chez nous. Et donc la décarbonation de la filière pharmaceutique, de la consommation de médicaments des Français, elle est indispensable. Et je pense qu'elle passera à la fois par la relocalisation de la production, mais aussi par des mesures de sobriété qui sont absolument essentielles. Et à ce titre, la prescription à l'unité c'en est une. Je pense que c'est un levier pour réduire notre consommation de médicaments, mais c'est assez difficile à mettre en place, y compris pour des raisons opérationnelles et industrielles. Mais je pense que l'aspect... C'est-à-dire qu'à chaque comprimé, il y aurait une boîte, en fait, en réalité. Pas oui, une toute exactement. petite boîte, effectivement. Mais... Ensuite, ce qui pollue dans le médicament, c'est la substance chimique. Parce que ça consomme énormément d'énergie. Pas tant le contenant. Non. C'est pas tant le contenant, en fait. Le fait de mettre du carton autour de la pilule ou même le petit filet d'aluminium, c'est pas très polluant. Ça reste une part assez faible des émissions. Ce qui pollue le plus, c'est la pilule. Et donc, il vaut mieux avoir plus de contenants et moins de pilules consommées que gâcher 30% des pilules qu'on a dans la boîte. Je voudrais rebondir moi là-dessus. Parce que c'est une mesure dont on me parle souvent, la dispensation à l'unité. Alors déjà, Ça existe dans d'autres pays, en réalité. Je crois que Alors, dans le chat, on citait non, le Japon. alors- Moi, j'étais déjà dans un pays où, effectivement, en pharmacie, on pouvait délivrer cachet par cachet. Alors, Ouais, comme aux États-Unis Ouais. et tout ça. Donc, alors déjà, ça existe déjà en France. Donc, c'est autorisé pour les antibiotiques. C'est même obligatoire pour les antibiotiques dans les cas de tension ou de pénurie. Donc, en fait, votre pharmacien, normalement, est obligé de déconditionner, du coup, donc de découper éventuellement les blisters et tout ça. Alors, c'est une solution qui a l'air assez facile et assez évidente, mais moi, je trouve que ça ne l'est pas du tout. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est quoi l'objectif ? Ouais, les raisons de traçabilité, Est-ce vous que évoquiez c'est- tout à l'heure, par exemple. Comment ? Totalement. Alors, il y a tout ça, mais c'est quoi l'objectif ? C'est de faire moins de gâchis. Donc, c'est important de se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a du gâchis. Et le problème, c'est que, en fait, changer ce type de dispensation, déjà, pour les traitements chroniques, qui sont quand même la majorité, ça ne changerait rien. C'est-à-dire que quand le médecin vous a prescrit pour le mois, qu'on vous donne 28 gélules dans un flacon ou la boîte de 28, déjà, ça ne va rien changer. Si vous arrêtez en cours de mois, il y aura exactement le même gâchis. Donc déjà, ça n'a pas d'impact sur tout ce qui est traitement chronique. Et ensuite, les autres raisons pour lesquelles il peut y avoir du gâchis, alors ça va être parfois des prescriptions qui ne sont pas adéquates. C'est-à-dire, et c'est souvent le cas, les amis pharmaciens s'en plaignent beaucoup, c'est-à-dire des médecins qui ne respectent pas la posologie qui est recommandée. Et l'impact que ça, c'est qu'en général, les médicaments, le conditionnement, donc par combien ils sont par exemple dans leur petite plaquette, ça a été justement ajusté sur la posologie. Alors la posologie la plus fréquente, parce qu'ils peuvent avoir différentes indications où c'est pas toujours la même posologie, mais il y a vraiment en fait une volonté d'essayer d'adapter au mieux le conditionnement. Et quand si la prescription n'est pas conforme, effectivement, ça va générer
générer du gâchis parce que c'est des boîtes de 12 et le médecin prescrit l'équivalent de 16 comprimés, quoi. Donc, Mais quand le pharmacien forcément, délivre, il est responsable de ce qu'il délivre. il va. Donc, En cas bien sûr. en Bien cas de sûr, prescription un Bien peu- sûr, ce qui est un peu problématique bizarre. parce que ça n'a pas été fait en plus. Problématique. Alors, C'est la quoi le partage des responsabilités entre le médecin et le prescripteur, donc, celui qui délivre, le pharmacien? là, il n'y a pas vraiment de Est-ce qu'un pharmacien responsabilité, il en peut aller fait. biffer une ordonnance, par exemple? Il peut appeler le médecin et proposer de le faire, voilà. Mais normalement, il le fait pas lui-même. Il râle et puis il délivre quand même. Alors, c'est vrai que la dispensation à l'unité, il y a des pays où ça marche super bien. C'est une réalité. C'est des pays qui ont démarré avec ce système, qui se sont développés. Donc, toute la chaîne de distribution s'est développée avec ce système. Là, dans notre cas, il s'agirait de changer. Et je pense que c'est une très mauvaise idée parce que, surtout maintenant, je veux dire, a priori, on est en train de vivre une période de bascule où que ce soit l'énergie, les matières et tout ça vont être de moins en moins disponibles, de plus en plus chers. Donc, c'est pas le moment de révolutionner toutes nos chaînes de production déjà parce que ça veut dire qu'il faut changer toutes les lignes et tout ça pour passer à des conditionnements qui sont différents. Il me semble que c'est pas le moment. Il faut surtout pas le faire tout seul parce que ce qui nous permet aussi de faire face aux pénuries, c'est la solidarité intereuropéenne. Dès que vous allez créer une exception française, ça va gêner en fait la fluidité des boîtes. Et idem dans les pharmacies. Les pharmacies ne sont pas du tout organisées pour ça aujourd'hui. Vous allez aux États-Unis, au Canada, vous avez des métiers qui existent, des métiers de gens qui sont chargés de s'occuper de tout ça. Ça voudrait dire en France qu'il faudrait créer des nouveaux métiers, alors que déjà, ils n'arrivent pas à recruter des pharmaciens, des préparateurs. Préparateur, Et il conditionneur. faudrait qu'ils se débarrassent de tous leurs robots, en officine aussi. Donc, moi, il me semble que c'est pas le moment de tout révolutionner. Il y a de la marge de manœuvre, c'est une très bonne chose pour les antibiotiques. Peut-être que ce serait intéressant pour d'autres produits aussi, vraiment très spécifique de faire ça. Mais pour moi, c'est une mesure qu'il faut pas généraliser et qui, en plus, je pense, ne répondrait pas beaucoup aux problématiques de gâchis auxquelles elle prétend répondre. Chers amis, il est 19h passé de 30 secondes maintenant, Louis Samuel. C'est l'heure peut-être du mot de la fin ou du mot de la suite. Balance ça comme ça à la fin, mes invités, comme ça, clac, combien de toute la temps chic. Merci Ludovic. Sur quel. C'est ce que vous voulez. C'est pour conclure. Non, peut-être pour conclure, les pénuries de médicaments, je pense que c'est un sujet de société sur lequel il est nécessaire qu'on mette en œuvre des actions ambitieuses. Et la première de ces actions, elle consiste à reconstruire une filière dynamique. Et donc, il faut qu'on mette les moyens pour être capable de produire des médicaments en France et de manière durable, y compris sur les médicaments matures qui aujourd'hui posent des problèmes de rentabilité et qu'il faut qu'on soit capable de payer un petit peu plus cher pour arriver à les fabriquer et à les dispenser durablement en France. Merci Louis-Samuel Pilzer. Clémence Marc, le mot de la fin, le mot de la suite. Et moi, je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous ont écoutés là. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Moi, vraiment, je les encourage à s'intéresser à cette question parce que, au final, on l'a dit, on a un système qui est en train d'arriver dans une impasse. Je pense que voilà, on est en train d'investir sur des innovations et de laisser les médicaments les plus essentiels. Comme tu l'as dit, et tu as raison d'être alarmiste, moi je pense que là, on est en train de préparer une crise sanitaire majeure et qu'il faut qu'on réagisse. Et que moi, ce que j'aimerais, c'est que les Français s'emparent de ce sujet. J'aimerais qu'ils montent en compétence en fait, sur cette question du médicament pour que ceux qui nous gouvernent ne puissent plus faire tranquillement n'importe quoi dans leur coin. Voilà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de répondants dans la population française, que les gens puissent avoir un avis éclairé sur le sujet et que les patients puissent se défendre. Le message est lancé, 19h02, passé de 6 secondes. Merci à tous les deux. Merci. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager, par exemple, à leur chef, leur grand-mère, leur meilleure copine, leur patron pénible, leur concierge altruiste, leur vieille tante communiste, certainement. Le stream est dispo en replay sur YouTube dans un instant, ainsi que sur Twitch, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est là où vous informez, donc vous savez que c'est franceinfo.fr. Il est aussi disponible en podcast sur la plateforme de Radio France. Merci à vous dans le chat pour vos très nombreuses questions. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est chouette de voir que vous restez pour les deux thèmes à chaque fois. Je m'en félicite. Merci pour vos questions, merci pour vos petits mots plus ou moins sympas. Merci bien sûr à Jérém Alamodé qui vous fouette, qui vous lit, qui vous modère. Merci à Stéphanie Berlu pour les visuels. Merci aussi à nos premiers yeux et nos premières oreilles. Elles sont derrière la vitre de la régie. Elles nous donnent la mesure, le son, le tempo, le pixel, le cadre, la couleur et l'image. Et en plus avec abnégation, n'en jetez plus. Merci à Thomas, Nicolas, Alex, Cyril et Jordan. Merci les amis. Nous on se retrouve, chers amis, ce dimanche pour un stream événement de débrief du premier tour des élections municipales. Ce sera de 19h30 à 21h30, donc rendez-vous donc dimanche soir. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.